On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Crit My Cult, une émission où on parle de la culture qu'on aime le plus, la nôtre. Comme d'habitude, je suis accompagné de Maxime. Salut tout le monde! Au programme du jour, nous débuterons avec les devoirs où on reviendra sur Why Don't You Play in Hell ainsi que The Princess. On enchaînera avec le calendrier des sorties. Dans le dossier Crit, on vous parlera de la nouvelle série Scott Pilgrim sortie sur Netflix. Comme dans chaque épisode, on prendra le temps de jouer tous ensemble avec le Qui suis-je, le retour également de la capsule sur les derniers primes de la Starac. Dans la culture culte, on reviendra sur la carrière d'Edgar Wright en vous dévoilant notre top commun, et on finira sur quelques recommandations. Encore un beau programme qui nous attend, alors c'est parti, bienvenue dans Crit My Cult. Il y a 2 semaines, comme dans chaque épisode, on s'est donné 2 œuvres à regarder. Maxime m'a conseillé de regarder le film La Princesse et moi je lui ai donné le film Why Don't You Play in Hell. On va donc revenir maintenant sur ce que chacun a pensé de l'œuvre de l'autre. Mais tout d'abord, Maxime, est-ce que tu penses que j'ai aimé La Princesse ? Alors, je t'ai donné à voir le film La Princesse parce que pour le coup, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu vas en penser. Je t'avoue que j'arrive pas trop à pronostiquer. Est-ce que t'as été adepte déjà de la photographie du film, qui est quand même assez particulière ? Est-ce que t'as accroché au côté très jeu vidéo du film et à son côté assez opératique ? Je t'avoue que je sais pas trop. Je pense que t'as quand même pris du plaisir devant les scènes d'action, parce que je pense que les scènes d'action sont indéniablement assez cool, mais je sais pas si t'as accroché au reste du film, parce que si le film a des faiblesses, c'est en dehors de ces scènes d'action. Mais du coup, toi, Benjamin, penses-tu que j'ai aimé Why Don't You Play in Hell de Sonotion? Alors en fait, le truc, c'est que je ne sais pas ce qu'on peut penser de ce film 10 ans après sa sortie, parce que moi, voilà, je l'ai découvert au moment où il est sorti, et ça m'a mis une belle tarte. Mais du coup, en le revoyant, je ne sais pas ce qu'on peut en penser aujourd'hui. Après, je pense que t'as quand même kiffé la folie qui s'en dégage et la liberté créatrice. Le fait aussi que le film parle de cinéma, de jeunes cinéastes, etc. Voilà, ce qui peut nous parler, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup parlé à l'époque où je l'ai vu. Et aussi, j'ai peut-être peur d'un truc, c'est que comme ça fait des années que j'en parle, peut-être que les attentes étaient trop grosses par rapport au film en lui-même, donc ça, je sais pas comment t'as pu l'appréhender et qu'est-ce que t'en attendais vraiment avant de le voir. Mais du coup, Maxime, il est l'heure des révélations. Dis-moi un peu ce que t'as pensé de Why Don't You Play in Hell. Faut dire que le film Why Don't You Play in Hell, c'est un film qui est pas facile à recevoir au début, parce que c'est un film qui est assez foutraque, en tout cas dans son introduction, on a un montage quand même qui est très intense, donc du coup c'est vrai qu'on passe les premières 40 minutes à se demander un peu où on est. Mais l'avantage, c'est qu'une fois, au bout de 40 minutes qu'on a compris où le film nous embarquait, d'une part déjà on comprend pourquoi cette intro, parce que c'est pas une histoire simple à introduire. En gros, je vais résumer brièvement. On a d'un côté des jeunes cinéastes qui veulent absolument faire des films coûte que coûte, et à côté du coup, on suit plus ou moins une guerre entre 2 gangs de Yakuza, et du coup, évidemment, d'un côté, on a une guerre de gangs, de l'autre, on a des cinéastes, on se demande un peu où ça va. Pour des besoins que je vais pas nécessairement spoiler, une des teams des Yakuza va avoir la nécessité de faire un film. Donc, on comprend du coup que les 2 arcs narratifs sont tellement éloignés de base que c'était pas simple de les réunir. Et c'est vrai que le film gagne en limpidité à partir du moment où les 2 arcs se réunissent, et il gagne aussi en tout, en fait. Il gagne en fun, bien évidemment en action, puis surtout dans le plaisir qu'on peut avoir de le regarder. Donc j'ai beaucoup aimé, surtout que même si son montage un peu compliqué au début peut rebuter, moi tu sais que le montage c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films, donc en fait j'ai quand même pris mon pied. Mais ça vaut le coup de s'accrocher, parce qu'une fois que le film décolle, c'est quand même vraiment bien, c'est super drôle, c'est aussi super gore, faut peut-être aussi signifier ça à nos spectateurs. Oui. C'est très 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 gore, mais c'est une forme d'horreur qui est très burlesque finalement, parce qu'on est complètement dans une comédie. D'ailleurs, même cet aspect comédie se dévoile à partir des 40 premières minutes, parce que c'est vraiment un film qui se dévoile complètement dans sa dernière partie. Alors attention, je vais un peu spoiler, mais en gros, les Yakuza finissent par vouloir tourner un film, donc c'est là que les 2 intrigues se réunissent, et le film en question, c'est qu'ils vont vouloir filmer réellement un raid qu'ils vont faire chez l'autre gang des Yakuza. Et le film, finalement, de manière un peu métaphorique, parle des sacrifices qu'on va être prêt à faire pour tourner un film. Parce que le cinéaste qui est présenté dans le film, lui, c'est quelqu'un qui a galéré pendant très très longtemps et qui a jamais réussi à faire quelque chose de sa carrière. Donc du coup, quand on lui propose un film, il est prêt à tout.
Donc, quand on lui propose finalement de faire un film où on va tuer des vrais gens pour de vrai, lui, il est encore complètement dans son fantasme du film. Et c'est vrai que cette partie de fantasme est poussée un peu jusqu'au bout, et là du coup je vais aussi spoiler la fin. À la fin du film, on a un fantasme où il y a l'avant-première du film, et où tout le monde, toute l'équipe du film est là, pas mort, et je trouve ça très intéressant de les avoir présentés avec les bandages correspondant à leurs blessures. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait couper le bras, il va avoir le bras comme s'il s'était cassé le bras avec un bandeau. Quelqu'un qui se fait couper la tête, il va avoir un bandage autour du cou comme si on lui avait recollé sa tête. Et alors c'est vrai que cette scène est un fantasme dans la diégèse du film, mais moi je l'ai pas pris forcément comme ça. Je l'ai pris comme on fait du cinéma et ce film c'est juste du cinéma. Donc c'est normal que les personnages reviennent. Et en fait c'est un côté très très méta, très très quatrième degré même presque, où malgré tout ce qui se passe dans le film, faut quand même pas oublier que c'est du cinéma. Et du coup c'est un film qui parle de cinéma, qui parle de ce qu'on est prêt à faire pour faire des films. Surtout que, nous deux, on n'a jamais fait de long métrage jusque-là, mais on sait très bien déjà qu'à l'échelle d'un court métrage, la difficulté que c'est et les sacrifices que ça demande pour tourner un film. Donc, déjà, ça m'a parlé vis-à-vis de ça. Et vu que le cinéma est ma passion, ça m'a aussi beaucoup parlé parce que la passion, dans le sens aimer quelque chose jusqu'à en souffrir, est aussi le thème très important du film. Parce que finalement, tous les personnages sont prêts à se sacrifier et à souffrir énormément pour la chose qu'ils aiment. Que ce soit le Yakuza ennemi pour la fille de l'autre Yakuza, le patron Yakuza pour sa fille, le héros pour son film, et c'est là où le film m'a beaucoup parlé. Et vous inquiétez pas, même si je vous ai spoilé, ça n'empêche pas d'apprécier le film. Parce que le film ne tient pas dans ses rebondissements narratifs et dans ses surprises narratives, bien au contraire, il tient sur sa manière de mettre en place les choses, de les montrer et de les mettre en scène. Et le film est quand même avant tout très très drôle. Faut être évidemment sensible à l'humour trash, parce que encore une fois c'est très drôle et très gore, mais moi j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Donc pour ceux qui ont Canal, foncez dessus, c'est quand même du très très bon cinéma japonais. Merci Maxime pour ces retours, pour que je puisse en toucher un petit mot aussi sur le film. En fait, moi, c'est un film que j'ai découvert du coup en 2013, et je pense que c'est le premier film qui parle de cinéma qui m'a vraiment réellement touché, où je me suis senti concerné en fait. Où j'avais l'impression que ce film qui parle de cinéma, il parle aux petits amateurs comme moi. Pour continuer dans le spoil, à la fin en fait, tous les personnages sont morts, à part le réalisateur. Ce fantasme de l'avant-première ajoute une petite pointe de poésie, et quand on a regardé plusieurs films de Sonotion, c'est ça qui ressort beaucoup. C'est que Sonotion, c'est un mec qui aime rire, qui aime faire des délires complets, mais il y a toujours un peu de poésie. Ça vient dans une petite scène comme ça, par-ci par-là, mais il va toujours te mettre une pointe de poésie. Je pense notamment aussi à la scène où Koji, c'est celui qui a un sabre dans le crâne, là, qui bouge partout, il repense à un moment de quand il était avec du coup Mitsuko, qui est la fille du Yakuza dont il tombe amoureux. En fait, ils ont une discussion assez banale où il commence à apprendre à la connaître alors que c'est une badass de ouf, où elle se livre un peu. Et en fait, t'as ce moment de poésie alors que le gars est en train de voir un massacre complet et en train de voir Mitsuko en train de découper des têtes à tout va. Donc c'est hyper décalé, hyper drôle, mais en même temps, il y a une petite pointe de poésie qui vient s'ajouter à tout ça et qui rend le film un chouille plus profond que ce qu'il aurait pu être. Et c'est là que, en fait, ça nous donne envie de s'intéresser à ces thématiques et pas juste le prendre comme un simple délire. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert le film. Et pour aller à fond aussi dans le côté méta, à la toute fin, on entend le dernier cut de Sonotion qui du coup arrête le film, le vrai. Donc on nous remontre encore bien, genre limite en fait c'est un peu notre porte de sortie en mode voilà, tu peux sortir du délire maintenant, c'est bon, on est à retour à la réalité. Très bien Benjamin. Du coup on va peut-être enchaîner à deuxième devoir. Benjamin, qu'as-tu pensé de La Princesse ? Alors, la princesse, déjà, c'est très simple. C'est une princesse qui castagne tout un château pour récupérer le château. Et du coup, t'as été assez pertinent dans tes attentes parce que c'est vrai que les scènes d'action sont vraiment jouissives. Dès la scène d'intro, en plus, on est mis dedans, on perd pas de temps, on n'est pas là à te raconter. Alors, en fait, c'est une princesse qui vient de là, qui fait... Non. Elle se réveille, il y a des mecs qui arrivent, elle les castagne, et on a compris que c'est bon, on était là pour la castagne, que ça allait être rigolo. Comme le film l'assume, ça le rend plutôt pertinent. Parce qu'il est vrai que, à part les scènes d'action, ce qu'il y a à côté est
un peu bancal par moment. Je pense notamment à l'actrice principale qui m'a pas convaincu une seconde, malheureusement. Alors que dans mes souvenirs, je l'avais vue dans d'autres trucs où j'avais pas eu de problème avec elle. Mais dans celui-là, en fait, ils essayent de créer un vrai décalage un peu méta en mode genre c'est censé être la demoiselle en détresse, mais finalement elle tabasse tout le monde. Et j'ai bien aimé aussi pour les scènes d'action le fait que le film assume son gore. Dès qu'elle plante une épée, on voit le sang qui gicle, peu importe là où elle la plante, dans l'œil, dans le cou, dans le bide, où tu veux, on voit le sang gicler, on voit la lame rentrer, etc. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir un film qui assume son côté gore dans son action. Tu parlais du côté jeu vidéo et c'est vrai qu'il est très présent. C'est marrant parce qu'on en parlait dans l'épisode précédent avec The Killer et Hitman. Et ici, j'ai vraiment eu la sensation d'un beat'em all. Plusieurs niveaux, plusieurs étages. Elle tape tout le monde, elle tape tout le monde. Le but est d'arriver en bas de la tour pour aller combattre le boss en fait. Voilà, en tout cas, l'action est vraiment le gros point positif, que ce soit dans la mise en scène, dans la chorégraphie, dans le côté graphique, comme je le disais aussi. Donc voilà, c'est vraiment le point fort à retenir si vous avez envie de passer un bon moment d'action avec juste de la castagne, et bah c'est un film que vous pouvez regarder très facilement. Après, il y a un autre truc du coup qui m'a dérangé si on sort du coup de ces scènes d'action, c'est toutes les scènes de flashback. Vraiment, vraiment trop présentes. Il y en a la moitié qui servent à rien, même pas dans la narration en fait, qui sont là juste pour développer un petit peu le personnage, mais comme on n'est pas là pour ça, ça fait juste ralentir un petit peu l'action. Ce qui est dommage parce que tous les moments où on n'est pas en flashback, le rythme est effréné et ça y va et c'est très bien en fait. Et ça vient vraiment plomber le rythme, alors que parfois il y en a qui sont intéressants. Après, tu parlais un peu de la photographie. Personnellement, j'ai rien noté de spécifique sur la photographie, donc elle est ok, et j'ai pas grand chose à en dire. Peut-être que tu nous en diras plus si tu avais des choses plus précises à en dire. Mais voilà, grosso merdo, j'ai fait le tour. Voilà, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le casting. Donc surtout le casting du coup de l'actrice principale et les flashbacks. Mais sinon, l'action est quand même assez jouissive pour passer un bon moment. Et si vous voulez passer un moment sans prise de tête avec des scènes d'action qui marchent bien, bah, c'est un film que je vous conseille. Ok, bah écoute, ouais, je vais revenir un peu sur ce que t'as dit, notamment sur les flashbacks. Effectivement, ils sont pas tous utiles, surtout qu'il y en a beaucoup qui vont répéter un peu ce qui a déjà été dit. En fait, les flashbacks viennent vraiment là pour un spectateur qui aurait besoin de contexte, et qui ont besoin vraiment de lore pour comprendre pourquoi la princesse est aussi badass. Bah, les flashbacks trouvent leur utilité quand même. Surtout que la princesse, c'est un scénario qui est pris en contre-pied d'un cliché. C'est-à-dire que la princesse se réveille en haut d'une tour, donc bon, on s'attend effectivement à ce que ce soit la demoiselle en détresse, mais finalement elle n'est pas en détresse. Et du coup, vu qu'il va contre un cliché et que en vrai on voit que le film n'a pas coûté si cher, c'est vraiment un choix budgétaire qui trouve sa pertinence pour ceux qui ont besoin d'un background, d'un contexte, qui ont besoin de savoir pourquoi cette princesse-là brise les clichés. Et vu qu'on se situe clairement dans un conte de fées qui se passe dans un monde, on va dire, occidental, et qu'elle utilise des arts martiaux. Je rappelle que le réalisateur est vietnamien, donc il n'a pas fait des films très très connus, c'était un peu son premier film occidental. Il vient un peu lier deux types de contes de fées, c'est-à-dire les contes de fées d'arts martiaux asiatiques et les contes de fées de princesses. Et du coup, les flashbacks servent quand même à lier ces deux mythologies-là. On va revenir aussi aux scènes d'action et à cet aspect très jeu vidéo. Effectivement, il y a un côté assez jouissif, surtout que le film arrive réellement à, ne serait-ce que par le design des ennemis, à te présenter la scène que tu vas avoir. Je pense notamment à la scène où elle arrive dans une salle vide avec juste une grosse armure. Tu vois la grosse armure, tu sais qu'il y a quelqu'un dedans, et tu sais que ça va se battre. Et du coup, ça crée une vraie attente à chaque fois que tu vois un personnage arriver, à te dire « Ah, il a cette arme-là, il a cette capacité-là, on est dans ce lieu-là, ah d'accord. » Genre, je crois que je sais à quoi m'attendre. Et il sait jouer avec les attentes du spectateur, et je trouve que c'est ce qui rend le côté jouissif du film. Surtout, on note les scènes au fouet avec Olga Kurilenko, notamment la scène dans la cuisine, qui est quand même assez géniale, parce qu'on a là une vraie utilisation du décor, du lieu, et une vraie variété de mise en scène vis-à-vis des armes et des styles de combat des ennemis. Et ça, je trouve que c'est très fort. Quand t'es dans la cour en bas avec le roi qui est pris en otage, tu sais que t'es sur de l'intrigue politique. Quand t'es dans les flashbacks, tu sais que t'es dans le cliché un peu du film de samouraï avec l'entraînement, le sensei dans la forêt, tout ça. Et quand tu vois la princesse, tu sais que t'es dans l'actionneur. Du coup, c'est vrai que le film a ce côté très confortable, parce que dès qu'une scène commence, tu sais à quoi t'attendre. Et du coup, il se sert de son côté opératique, complètement assumé, pour faire un film comme ça, on va dire bien ordonné, bien rangé,
où tu peux prendre du plaisir là où tu as envie d'en prendre. Et au niveau de la photographie, moi j'ai trouvé ça assez original, parce qu'en termes de colorimétrie, le film a pour couleur dominante le violet. Et des films qui ont pour couleur dominante le violet en termes d'étalonnage et de colorimétrie, bah, c'est pas compliqué, c'est à peu près le seul que j'ai vu dans ma vie. On utilise la couleur violette pour justement accentuer le fait qu'on est dans un conte de fées. Donc on va pas être dans un monde réaliste. On est dans un monde féerique, on est dans un monde de guerriers, de princes et princesses. Et ça nous aide complètement à nous dire, ok, je vais voir une fiction. Et donc du coup, les trucs pas réalistes qu'on voit, on les accepte mieux par ce choix de colorimétrie qui est fait assez vite. Parce que, pour vous dire, généralement, la plupart des films que vous voyez, ils sont soit étalonnés de manière terne, hein, c'est-à-dire du gris, des couleurs à peu près normales, ou alors on va jouer sur le fameux Orange and Teal, qui est un étalonnage basé sur du orange et sur du cyan, hein, donc du bleu clair. On a aussi parfois des films un peu d'horreur pour une ambiance poisseuse qui vont avoir pour couleur dominante le vert, parce que c'est vrai que le vert ça donne assez facilement des ambiances un peu crasses. Le violet, ou plutôt le magenta, hein, si on parle de colorimétrie, c'est un peu souvent la couleur oubliée dans les couleurs dominantes et dans la colorimétrie. Donc moi j'ai trouvé ça assez chouette qu'on ait un film qui expérimente un peu sur cette couleur-là. Ok, d'accord. Merci pour ces éclaircissements, Maxime. Je pense qu'il est l'heure de se donner les devoirs de l'épisode prochain. Ouais, carrément. Alors, la fin de l'année arrive, donc on vous propose du coup que les devoirs vont être des films sortis cette année que vous allez pouvoir rattraper. Donc bien évidemment, on va plutôt viser des films sortis plus ou moins en début d'année, histoire que vous puissiez les rattraper sur les plateformes de VOD. Du coup, Benjamin, quel est mon devoir pour l'épisode prochain ? Eh bien, vu qu'on va bientôt découvrir son second film qui est Dream Scenario, je te propose de découvrir le premier film de Christopher Borgli qui est Sick of Myself et qui est sorti aussi cette année chez nous. Et ça tombe bien, parce qu'en plus j'avais très envie de le voir. Merci beaucoup, je te dirai ce que j'en ai pensé l'épisode prochain. Et de mon côté, Benjamin, on va rester dans l'actionneur bien bourrin et bien débile, et tu vas regarder Sisu, de l'or et du sang. Ok, très bien. Moi aussi, je devais le rattraper quoi qu'il en coûte, donc avec plaisir, Maxime. Et maintenant qu'on en a fini avec les devoirs, on va pouvoir passer au calendrier des sorties. À l'arrivée de Noël, beaucoup de sorties nous attendent. Le 1er décembre, on a eu l'album de Isha et Limsa, Bitume Caviar Volume 1. Le 6 décembre au cinéma, nous aurons Soudain Seul, mais aussi Bâtiment 5 de Lajli. Une petite sortie jeu vidéo le 7 décembre avec Avatar Frontier of Pandora. Une petite sortie aussi au cinéma le 7 décembre, c'est Godzilla Minus One que vous pourrez voir durant 2 jours dans les cinémas Pathé en 4D. Le 8 décembre, nous aurons le retour de Nicki Minaj avec Pink Friday 2. Sur les plateformes, le même jour, on aura Le Monde après nous sur Netflix, mais aussi un stupéfiant Noël sur Prime Video. Le 9 décembre, nous aurons le final de la trilogie des épisodes de Doctor Who pour les 60 ans. Le 13 décembre, une ribambelle de sorties avec les 3 mousquetaires Milady, Wonka, Rue des Dames, Winter Break, ainsi que Past Lives. Et pour finir, sur Netflix, le 14 décembre, nous aurons la dernière partie de la saison 6 de The Crown, mais aussi le 15 décembre, Chicken Run, la menace Nuggets. Dans cet épisode, le dossier Crit sera consacré à la nouvelle série Scott Pilgrim qui est disponible sur Netflix. Brian Lee O'Malley, qui est l'auteur de la BD, est ici le créateur de la série. On y retrouve donc ses designs si singuliers. Pour la série, ils ont réussi à récupérer tout le casting original, que ce soit dans la VO ou dans la VF, donc on pourra y retrouver Michael Cera, Mary-Elizabeth Winstead, Chris Evans, Brie Larson ou encore Audrey Plaza. Et pour le casting VF, on retrouve Hervé Groul, Ygritte Donadieu, Alexis Thomasian ou encore Emmanuel Garigeau. On tient à vous prévenir dès maintenant, on va beaucoup spoiler la série pour pouvoir parler des différentes adaptations, donc soyez prévenus, on va spoiler, mais sachez que globalement on a bien kiffé la série et on vous la conseille. Maintenant on va y aller, mais Maxime, petite remise en contexte. Alors, Scott Pilgrim de base c'est un comic book canadien qui a été adapté par la suite par Edgar Wright en film. Et là maintenant, on a un peu la 3e adaptation de l'histoire de Scott Pilgrim et de Ramona Flowers, avec une série d'animation. Alors, il y a eu aussi déjà un animé qui est sorti pour la promo du film, il y a aussi un jeu vidéo qui est sorti, mais c'est des adaptations plus mineures, donc là on va vraiment se concentrer autour de ces 3 itérations de Scott Pilgrim.
Et vu qu'on parle d'adaptation, du coup, Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Bah, alors, j'ai trouvé ça assez marrant, la manière dont ça a réadapté l'histoire qu'on connaît, finalement, parce que la série, c'est à la fois un reboot, à la fois une suite, mais aussi à la fois un what if. Donc, what if, hein, c'est un et si, tout simplement. Et là, pour le coup, c'est et si Scott s'était fait battre dès l'affrontement du premier ex de Ramona. Donc, pour remettre un peu en contexte l'histoire que raconte Scott Pilgrim, c'est Scott Pilgrim, donc un jeune ado un peu feignant et très geek, qui va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Ramona Flowers. Petit problème, ou plutôt 7 gros problèmes, Ramona a 7 ex maléfiques que Scott Pilgrim va devoir affronter pour pouvoir sortir avec Ramona. Là, la série commence en zone de confort complète, dans la mesure où elle commence comme la BD et comme le film, sauf qu'au moment de l'affrontement du premier ex, qui s'appelle Matthew Patel, Scott perd le combat et disparaît, tout simplement. Et du coup, c'est l'occasion pour la série de se concentrer sur Ramona, qui va chercher à retrouver Scott. Donc du coup, on va revoir un peu tous les personnages qui font le film et la BD, mais de manière complètement différente, vu que bah là, on n'a pas les affrontements entre Scott et les ex. Et je trouve ça assez malin, parce que la série va prendre en compte des éléments de la BD qui n'ont pas été repris dans le film, mais aussi des éléments de choix d'adaptation qu'on n'a que dans le film. Du coup, on a une troisième itération qui prend des éléments des 2 précédentes itérations. Donc du coup, ça permet un peu de lier les 3 œuvres. Et justement, là, on va un peu plus se concentrer du coup sur la série en elle-même. On reviendra, si besoin, sur le film et sur la BD. Mais du coup, Benjamin, toi, t'en as pensé quoi finalement de la série et surtout de ce qu'elle raconte et de la manière dont elle reprend cette histoire et ses personnages? Bah moi j'ai vraiment adoré dans le sens où du coup ça nous permet de nous concentrer sur le personnage de Ramona Flowers. Parce qu'il faut le dire, dans le film, Ramona est un peu froide et donc c'est difficile pour nous de s'attacher vraiment à son personnage. Dans le film, Ramona est plus là comme un enjeu scénaristique finalement. Alors que ici, ça nous permet de prendre le temps de la connaître, de voir comment elle réagit face à ses ex-petits amis, parce que c'est elle qui va devoir les affronter. Et ce qui est malin dans cette série, c'est qu'elle ne va pas simplement les affronter, mais elle va plutôt essayer d'arranger la fin des histoires qu'elle a eues avec chacun d'eux. On découvre, par le biais de quelques flashbacks, que la fin de ces histoires avec ses ex se sont généralement mal terminées, pas forcément de manière dramatique ou tragique, mais tout simplement où elle pouvait fuir. Et là, ça lui permet à elle de revenir, parler de tout ça avec ses différents ex, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi elle a agi comme ça, et que elle aussi puisse comprendre pourquoi eux ont réagi de cette manière également à cette rupture. Et tous ces éléments font que on s'attache beaucoup plus à Ramona. Laisser Ramona telle qu'on la connaît dans le film aurait été contre-productif par rapport à la série, car finalement, elle n'était pas très attachante, parce que ce n'était pas le propos. Donc voilà, le premier élément qui m'a vraiment plu, c'est de pouvoir pleinement aimer ce personnage de Ramona Flowers. En plus de ça, ce côté froid, c'était vraiment un ajout d'Edgar Wright sur le film. Là, on a un personnage qui est plus proche de la Ramona de la BD, qui est même complètement la Ramona de la BD. Et ce que j'ai bien aimé dans ce choix de se concentrer sur Ramona, c'est que ça permet aussi de parler d'autres choses. C'est-à-dire que la BD et le film se concentraient beaucoup plus sur Scott Pilgrim et sur la manière dont, quand on rencontre quelqu'un, on peut gérer la relation vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de ce qu'elle était avant qu'on la rencontre. Là, vu qu'on se concentre sur Ramona, la série, en fait, c'est vraiment une série qui parle du deuil amoureux. C'est-à-dire que on se rencontre, on s'aime, au bout d'un moment, il y a des choses qui font que on se sépare. Et vu qu'il y a cet ex, on peut explorer différentes histoires de rupture, donc différentes raisons de rupture. Et du coup, ça permet vraiment d'aborder tout un éventail de personnages et de relations qui nous permettent vraiment de parler de ça, de comment on fait le deuil d'une relation, comment on fait le deuil de quelqu'un avec qui on a partagé des moments, avec qui on a des bons souvenirs, sans forcément gâcher ses souvenirs et sans forcément devenir ennemi après avoir été amant. Et ça, moi, c'est ce qui m'a particulièrement plu là-dedans. C'est que du coup, on n'est pas sur une simple redite de ce qu'avaient fait les précédentes itérations. Parce que dans la BD, vu que c'est une BD, on peut se concentrer sur pas mal d'arcs narratifs et plein de choses. Le film avait quand même choisi de vraiment recentrer autour de Scott et comment il va arriver à accueillir une Ramona qui a un passé. Parce que je sais que dans la BD, on parle aussi du passé de Scott. Dans le film, on parle pas du passé de Scott. Donc c'est bon, Scott, on l'a exploré pendant 2 œuvres, c'est un personnage qu'on connaît finalement. Là, on peut se concentrer sur le vrai personnage central de ces 3 œuvres, qui est Ramona Flowers.
Oui, complètement. Et puis comme tu le dis, ça amène vraiment un parcours complètement différent. Là où ses ex étaient justement maléfiques dans les 2 premières itérations, ici, on les caractérise pas comme maléfiques. Au contraire, on va justement essayer de comprendre pourquoi ils ont créé cette fameuse ligue et comment un peu les ramener à la réalité en quelque sorte, c'est-à-dire reprendre sa vie sans être obsédé par Ramona. Et donc dans la série, finalement, on découvre un lot de personnages assez amusants et assez touchants pour certains, qui permettent en fait à Ramona de pouvoir se construire en comprenant qu'est-ce qu'il n'allait pas dans telle ou telle relation et mieux préparer la relation qu'elle va avoir avec Scott Pilgrim finalement. Bah, en fait, c'est ça, c'est que là où les 2 premières offres parlaient un peu de toxicité, et de toutes ces toxicités qu'on peut apporter à l'autre, plus ou moins involontairement, et même plus ou moins volontairement aussi dans certains personnages, cette nouvelle itération, un peu le revers de la médaille, mais c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'on a eu déjà 2 offres finalement pour se concentrer sur tout ce qui était négatif, bah là on va se concentrer sur le positif. C'est justement là où moi je peux avoir une petite critique à faire sur la série, c'est que du coup le propos en devient plus lisse, vu qu'on parle que de choses positives, et c'est vrai que du coup là on est complètement dans un animé qui est beaucoup plus centré sur la comédie, sur des personnages positifs, donc je trouve ça chouette d'explorer d'autres facettes de ces personnages-là. Après, là où ça peut me gêner, c'est notamment concernant le personnage de Gideon Graves, qui était quand même pas du tout un mec bien dans la BD comme dans le film, et qui est quand même le chef de la Ligue des Ex-Maléfiques, et là il devient un peu trop cool. Donc c'est vrai que d'une part c'est pas gênant parce que on se situe un peu dans un 3e univers, et donc dans celui-là on est dans un univers où Gideon est plus si toxique, et du coup je trouve que c'est quand même un peu gênant de rendre ça aussi lisse et aussi joyeux finalement. Ouais, je peux comprendre, mais après, je trouve que c'est vraiment une nouvelle adaptation. On parle d'une autre histoire et du coup, Gideon est peut-être un autre personnage. Parce qu'on parle pas tant que ça, finalement, de son passé. En plus de ça, je trouve qu'il fait partie un petit peu de la surprise de cette nouvelle adaptation, dans le sens où même lui est mis à mal dès le début, c'est-à-dire qu'il va y avoir un combat qu'il va avoir avec Matthew Patel et il va perdre tout son empire et Matthew Patel va être un peu finalement le Gideon de cette adaptation-là. Du coup, alors que Gideon, lui, redevient un petit loser, et il va retrouver son pote Lucas Lee aussi à un moment donné. Mais en fait, c'est un peu Matthew Patel, finalement, qui reprend le dossard du fameux chef de ligue, et qui est le mec, finalement, le plus toxique de la série, même si, encore une fois, ça reste assez léger. Après, pas de panique non plus, Scott Pilgrim n'est pas totalement oublié et reste essentiel à l'histoire. D'ailleurs, pour les fans du film, il y a un petit twist marrant où en fait Young Neil a soi-disant écrit un scénario pendant qu'il dormait, qui se révèle être en fait l'histoire de Scott Pilgrim que l'on connaît. Donc l'histoire où Scott va battre chaque ex maléfique. Et d'ailleurs, petit easter egg rigolo, le film dans la série du coup est réalisé par un certain Edgar Wrong. Et donc du coup c'est assez rigolo parce qu'on voit évidemment la référence à Edgar Wright. Et puis le jeu de mots, du coup, right et wrong, un peu évident, mais qui fonctionne très bien, parce que du coup, pareil, ce Edgar Wrong fait partie aussi des seuls personnages réellement toxiques de la série. Et c'est marrant que finalement, les personnages réellement toxiques, c'est des personnages qui sont un peu en dehors des personnages de base finalement. On disait du coup que c'était un peu un reboot et un what if, mais on vous a dit aussi que c'était une suite. Et en fait, là où c'est très malin, c'est que dans le twist final, on se rend compte que Scott a voyagé dans le futur. Donc du coup, on est vraiment sur un espèce de ligne alternative. C'est-à-dire que y a une première ligne temporelle où l'histoire s'est déroulée comme elle devait se dérouler, donc comme dans la BD, comme dans le film à peu près, mais que grâce à un voyage dans le temps, on peut réécrire l'histoire. Et du coup, c'est un twist qui est excellent parce qu'il permet de reconnecter toutes les œuvres entre elles. Et là, du coup, c'est quand même sur ces 2 derniers épisodes qu'on peut commencer à explorer Scott Pilgrim, parce que vu qu'il voyage dans le futur, il va rencontrer son lui plus vieux, qui est en fait un peu à l'origine de ce fameux voyage dans le temps. Et en fait, du coup, ce personnage de Scott du futur a beaucoup de regrets parce qu'en fait, il n'est plus avec Ramona Flowers. Il veut empêcher son lui du passé de sortir avec Ramona Flowers pour s'empêcher cette souffrance qu'il subit depuis, on imagine, quelque temps déjà. C'est pour ça que c'est lui, finalement, qui a kidnappé le Scott Pilgrim du présent que nous, on connaît. Et du coup, à la toute fin, on se retrouve avec le vieux Scott Pilgrim. Even Older Scott. Even Older Scott. Je le précise, seul ajout de casting pour un personnage principal est doublé par Will Forte. Et donc ce personnage,
finalement est peut-être le plus toxique de ce panel de personnages, car il décide d'éliminer tout le monde, vu que Scott ne veut pas finalement arrêter de sortir avec Ramona Flowers. Donc l'amour est plus fort que tout évidemment, mais lui, il n'est pas de cet avis. Et cette thématique permet de reconnecter et de renforcer ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la thématique du deuil amoureux. C'est que finalement, même l'enjeu de base et tout ça se fait parce que finalement, Ramona et Scott ont fini par divorcer, et que du coup, c'est le vieux Scott qui ne gère pas son deuil amoureux qui a démarré tout ça. Et c'est vrai que du coup, à travers l'évolution de tous les personnages, tu parlais tout à l'heure de Gideon, qui a retrouvé Lucas Lee, bah on a aussi ce côté du après un deuil amoureux, on revient un peu gamin, on fait des bêtises, ils font du paintball dans l'appart et du skate dans l'appart, de mémoire. Et du coup, tout le monde a un peu sa manière de gérer le deuil amoureux, donc positive, négative. Et c'est vrai que finalement, on parlait de la toxicité des personnages, bah finalement le personnage le plus toxique, c'est vieux Scott, sauf qu'il est toxique vis-à-vis de lui-même. Et c'est là que c'est très intéressant, la manière dont la série reprend les thématiques de l'univers Scott Pilgrim pour en refaire autre chose et raconter autre chose, c'est justement avec cette conclusion sur le voyage dans le temps, sur le vieux Scott. Et donc du coup la série se termine avec un affrontement de Even Older Scott, donc Scott encore plus vieux, face à tous les autres personnages de la série. Et du coup le film s'appelait Scott Pilgrim vs. The World, qui est aussi le titre du deuxième bouquin. Et du coup le dernier épisode se termine par un épisode qui s'appelle The World vs. Scott Pilgrim. Et du coup on a le droit à un affrontement final et un vrai climax. Et c'est vrai que quand on a autant de personnages et autant d'arcs narratifs, j'ai trouvé ça très fort de pouvoir tous les conclure autour de leur thématique commune, finalement. Et du coup, je vais en profiter pour enchaîner sur un des aspects très importants des 3 œuvres, c'est la manière dont on va essayer de lier des codes narratifs visuels et du comic book, et du jeu vidéo, et du cinéma. Et aussi de l'animation, et notamment animation japonaise. La série a été animée par une équipe japonaise. Donc là, on a vraiment un peu ces 4 médias-là, qui se fusionnent en un seul pour raconter des choses avec chacun ses codes qui s'ajoutent à un moment où c'est toujours pertinent. Et ça, pour le coup, les 3 œuvres partagent complètement cette pertinence dans la manière de lier les codes visuels de ces 4 médias-là. Et c'est marrant parce qu'on parlait encore de jeux vidéo tout à l'heure par le biais de La Princesse, mais là encore, évidemment, Scott Pilgrim prend des codes du jeu vidéo, avec plein de détails évidemment, la vie supplémentaire, ou encore les combats en versus fighting, je crois qu'il y a aussi un peu de combat beat'em all, on en parlait tout à l'heure, et là c'est encore très présent, comme dans toutes les adaptations d'ailleurs, que ce soit dans la BD, dans le film, et maintenant dans la série. Donc ça c'est un aspect visuel qu'a toujours assumé Scott Pilgrim, parmi tant d'autres, parce que du coup il faut aussi faire l'effort d'adapter des cases de BD en animation. Et c'est d'autant plus intéressant que, particulièrement aujourd'hui, depuis Final Fantasy VII, on va aimer dans les jeux vidéo quand les jeux vidéo reprennent des codes purement cinématographiques. Donc avec des vraies cinématiques, avec des plans de cinéma finalement. Je pense à Final Fantasy, à Metal Gear Solid, ou à la plupart des AAA qui sortent aujourd'hui. Mais en oubliant qu'avant ça, il y avait des codes de narration qui étaient réellement propres aux jeux vidéo. Par exemple, à tous les codes narratifs des jeux d'arcade, même des premiers jeux vidéo de console, comme des Sonic, des Mario ou autres. Notamment avec la vie supplémentaire qu'ils récupèrent, où quand 2 personnages vont s'affronter, il y a vraiment l'écran qui est séparé avec le versus au milieu et une voix off qui annonce le combat qui va avoir lieu. Et je trouve ça très intéressant de reprendre ces codes-là pour en faire des codes narratifs d'œuvres audiovisuelles comme de l'animation. Et c'est là où en fait où tout se lie, parce qu'on a à la fois des codes propres au comic book, vu que c'est tiré d'un comic book et on a un design qui est déjà un peu proche d'un manga. Donc forcément, quand on adapte en animation, et vu qu'on a une équipe d'animation qui est japonaise, on reprend énormément de codes des shonen et de l'animation japonaise de manière générale. Vu qu'on parle de jeux vidéo, c'est toujours très pertinent quand on reprend ces codes narratifs comme je vous disais, de l'arcade ou du versus fighting ou du bon vieux platformer à l'ancienne. Mais aussi, il y a quand même une œuvre audiovisuelle qui est là, il y a un film qui a été fait. Donc parfois, on est dans des codes narratifs purement cinématographiques. Et je trouve que c'est un peu la force de l'œuvre Scott Pilgrim dans son ensemble, c'est cette manière de lier les codes visuels. Et on vous en reparlera plus tard dans le podcast, mais c'est vrai que le film avait été très novateur dans la manière de lier ça, et je trouve que la série arrive aussi à apporter quelque chose de nouveau dans cette manière de lier les différents codes visuels finalement. Au final, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est que la série parle d'amour
En fait, quand on fait le bilan de tout ça, tout traîne autour de l'amour. Là, on était, comme tu le disais, beaucoup sur la toxicité dans les 2 premières œuvres. Ici, tout est pour l'amour, ce qui peut paraître du coup plus naïf, plus lisse. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, on avait déjà eu les autres versions à côté. Donc là, j'ai vraiment profité du fait que la série me parle d'amour, me transmet un message positif et quelque chose d'hyper agréable et de feel good à regarder. Mais surtout que ça s'adapte plus à une série qu'on regarde sur Netflix, c'est-à-dire une œuvre qu'on va regarder tranquillement dans son canapé, surtout que c'est une œuvre plus longue, donc forcément on a des choix d'adaptation hyper pertinents. Et surtout, vu que l'auteur original reprend les rênes de sa franchise, là il peut vraiment continuer sa narration. Et en plus de ça, à la fin, on a une toute petite scène, qui gâche pas non plus la fin, qui ouvrirait éventuellement une suite. Et je trouve que, on sait pas trop de quoi parlerait cette suite, c'est vraiment une petite ouverture pour pouvoir se permettre de le faire, mais je trouverais ça d'autant plus intéressant, parce que vu que le comic book n'a pas de suite, et que le film n'a pas de suite, et que même le jeu vidéo reprenait cette histoire-là, si on a une suite à la série, ça veut dire que là, on partirait enfin sur une histoire complètement nouvelle. Donc on aurait sûrement les personnages qui reviendraient, mais là, du coup, on serait plus du tout sur cette histoire d'ex maléfique, et ce serait sûrement l'occasion d'aborder un autre sujet autour des relations amoureuses, parce que finalement, Scott Pilgrim dans son ensemble, ça parle surtout de relations amoureuses au sens très large. Vous l'avez bien compris, globalement, on a adoré cette série, on a hâte de voir une potentielle suite, et on vous parlera plus amplement de Scott Pilgrim, le film, un peu plus tard, mais maintenant, on va jouer. Pour le jeu du jour, on va se lancer sur un qui est-ce. Normalement, vous connaissez bien les règles, c'est facile. Je vais penser à une personnalité ou un personnage, et Maxime va devoir me poser des questions pour déterminer quel est ce personnage. Eh bah écoute, je te propose de commencer à poser des questions. Petite précision, on s'est posé quand même une contrainte, pas de cinéma, Ouais. et pas de série télé non plus d'ailleurs. Exactement. Alors, Benjamin, est-ce que c'est quelqu'un de fictif ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la musique ? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un d'américain ? Non. C'est quelqu'un d'européen ? Oui. De français ? Oui. De très très connu ? Oui. Est-ce qu'il fait du rock ? Non. Est-ce qu'il fait de l'électro ? Non. Est-ce qu'il fait du rap ? Non. Ah. Donc il est chanteur quand même. Oui. Ok. Je peux l'entendre à la radio ? Non. Pas maintenant. T'as pu l'entendre, mais maintenant, non. D'accord. Est-ce que c'est un chanteur à texte ? Ce qu'on appellerait un chanteur à texte ? Non. C'est Patrick Sébastien. Non. Pierre Perret. Non. Donc c'est quelqu'un qui met l'ambiance un peu ? Oui. Ok. Et il est décédé du coup ? Oui. D'accord. Donc un chanteur français qui fait des musiques festives. Carlos ? Oui. Bravo Maxime, waouh, je pensais pas que tu devinerais aussi rapidement. Bravo, bravo. C'était Carlos. J'espère que vous connaissez tous le Big Bisou quand même. Bah oui, quand même. Tout nu et tout bronzé. Oh oui. À ton tour, Benjamin, du coup. Ok. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Est-ce qu'il est fictif ? Non. Est-ce qu'il est dans la chanson ? Non. Est-ce que malgré qu'il soit réel, il y a eu des œuvres qui lui sont consacrées ? Non. Est-ce qu'il a un rapport avec la littérature ? Non. Avec le jeu vidéo ? Oui. Ok. Donc, est-ce que c'est un homme qui fait des jeux vidéo ? Oui. Est-ce qu'il travaille pour Nintendo ? Non. Est-ce qu'il travaille exclusivement pour une plateforme ? Par le passé. Ok. Est-ce qu'il s'agit de Kojima ? Bien sûr, Benjamin. Oui. Je savais Yes. qu'avec le par le passé... Non, en vrai, Kojima, c'est compliqué parce que ces Death Stranding sont sortis que sur PS5, enfin sur PlayStation. Il prépare, on attend toujours des nouvelles, mais il prépare un jeu exclusivement Xbox, un jeu d'horreur. Ah, moi je parlais de son exclusivité Konami. Ah, Konami. Bah oui, Ah avec oui. tout le drama qu'a suivi. Ah ouais, non, moi je parlais du coup des plateformes consoles, PC, tout ça. C'est pour ça. Donc, c'est pas grave, en attendant, j'ai trouvé, donc ça va. Tu peux y aller. Alors, les questions classiques, hein. Est-ce que c'est quelqu'un de fictif ? Oui. Donc, qui est pas issu du cinéma, du coup ? Non. Ok. Et c'est quelqu'un qu'on n'a pas pu voir au cinéma non plus ? Non. Musique ? Non. Bande dessinée ? Non.
Une légende? Non. Donc, pas musique. Non. Ah, jeu vidéo? Non. Ah non, j'ai déjà Hop. dit. Si. Ah, quand même. Si. Oui. Mais c'est pas son média d'origine, le jeu vidéo. Non. Et son média d'origine, du coup, c'est ni de la BD. Non. Ah, c'est de la littérature. Oui. Donc c'est un personnage fictif littéraire Oui. qui a pu être adapté en jeu vidéo. Oui. Mais pas adapté au cinéma ni en série. Non. Donc c'est pas... je pensais au héros de The Witcher, mais du coup ça doit pas être ça. Non. Vu qu'il a été maintenant adapté en série. Absolument. Donc je cherche un personnage littéraire, hein, on est d'accord. Oui. Français? Non. Européen? Oui. Britannique? Oui. Donc certainement pas Arthur ou Robin des Bois. Non. Pas Sherlock non plus. Non. Qu'est-ce qu'on a comme personnage britannique issu de la littérature? Harry Potter. Non. Est-ce que c'est un personnage d'Harry Potter, Oui. mais qu'on n'a pas vu dans les films? Oui. Peeves. Oui. Bravo, Maxime. C'est bien. Hé hé hé, je suis Peeves Potter et tu n'es pas prêt de m'oublier. Incroyable. Ce niveau de plateforme absolument horrible. Ah ouais. Sauter sur les bibliothèques, là. Ouais. On n'en peut plus. À toi, Benjamin, du coup. Ouais. Alors, est-ce que c'est fictif? Non. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce que c'est un homme âgé? Non. Est-ce qu'il est en vie? Non. D'accord. Est-ce qu'il fait de la musique? Et il en faisait, du coup. Oui. Est-ce qu'il fait partie du club des 27? Non. Des 33? Donc il est mort jeune. Pas non. D'accord. Donc tu me disais juste qu'il était pas vieux parce qu'il n'était pas en vie. Il est pas mort vieux non plus. D'accord, ok. Il est mort dans les années 2000? Non. Dans les années 90? Ouais. Est-ce qu'il fait du rock? Ouais. Ok. Est-ce que c'est Jim Morrison? Non. Parce qu'il fait partie du club des 27. Ouais. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe culte? Oui. Alors là, ouvre ton cerveau, mon vieux. Je suis nul en rock, putain. Y a plus de rock. Le rock est mort. Eh oui, le rock est mort, putain. Putain, Jim Morrison, c'était qui l'autre? Johnny Cash. Non. Quel est le rapport entre Morrison et Cash? Non, c'était pas l'autre auquel je pensais, Ok. mais du coup, j'ai Johnny Cash qui m'est venu, donc je l'ai dit. Puis il est mort vieux, Johnny Cash. Oh, j'en ai aucune idée, gros. Là, tu es sur un terrain que je ne connais pas, donc je suis... Oh, t'inquiète pas. Je sais que tu peux trouver. Jimi Hendrix. Non. Bah non, club des 27 aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Il a eu une carrière solo? Oui, mais clairement pas reconnu pour sa carrière solo. Ah. Swing! Je sors ma carte. Freddie Mercury. Non, il a gagné. Et oui, c'était Freddie Mercury. Ah là là, putain, il a mis du temps à monter au cerveau, celui-là. Et pourtant, en effet, c'était plutôt évident, mais ouais, je sais pas, il a mis du temps à monter. à Ouais, la je pensais qu'il serait plus évident, mais écoute, Ouais, c'est non, chouette, de on ouf. a les difficultés pas là où on s'attend. tête. C'est ça, exactement. Bah, c'est parti pour mon avant-dernier, Maxime. Pose tes questions. Est-ce que il est fictif? Non. Homme ou femme? Non, est-ce que c'est un homme? Oui. C'est un homme réel. Est-il encore vivant? Oui. Est-ce qu'il produit encore des choses? Oui. Dans la musique? Non. Enfin, un peu. Ok. Est-ce que c'est un YouTuber? Oui. Est-ce que c'est Feldup? Non. Il fait un peu de musique, mais c'est pas son... C'est YouTube avant tout. Oui. Il fait partie du YouTube Game côté jeux vidéo? Non. Côté vulgarisation? Au sens très large. Est-ce que c'est Alt 236? Non. Qui vulgarise du cinéma? Non. De la musique? Oui. Est-ce que c'est Werner.mp3? Non. Qui d'autre qui parle de musique sur YouTube? Popslay. Non. Profitez-en pour noter tous ces noms de youtubeurs. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qu'on cite, généralement, on apprécie. Si on n'apprécie pas, on le précisera. Ah non, lui, par contre, je peux pas le saquer. Donc, il parle de musique. Mhm. Ah, Masquet? Bien tenté.
Ouais, mais surtout que des youtubeurs musique, c'est vrai qu'il n'y en a pas des milliers. Non. Ah, est-ce que je suis abonné à sa chaîne? Je dirais que non. Est-ce qu'il vulgarise que de la musique ou est-ce que c'est un sujet parmi tant d'autres qu'il peut aborder? Principalement de la musique. Mais ça lui arrive d'aborder d'autres sujets. Alors, je pense pas que c'est lui, mais j'élimine Seb Lafrite. C'est lui. Ah, Bravo. j'ai bien fait de tenter. Oui. Il fallait tenter, Maxime. Je pensais pas que t'allais direct partir sur YouTube. C'était un peu mon cheat code, tu vois. En fait, pour moi, à partir du moment où tu devinais YouTube, c'était mort. Ouais. Donc ça va, t'as un peu galéré après. Ouais. Mais dès que tu m'as dit YouTube dès le début, j'ai fait putain. Bon, Ouais, bah en fait, j'ai pensé à Feldup, vu qu'il sort ses albums, et maintenant, même Al 236. D'ailleurs, j'avais commencé à écouter son album, FL c'est hyper intéressant. Je te conseille d'y jeter une oreille. Je pense que ça peut t'intéresser en vrai. Ouais, ça me tente bien. J'aime bien l'univers de ce qu'il fait, donc je suis prêt à écouter ce qu'il fait en musique. Non, mais je pense que ça peut t'intéresser. Eh bien, c'est parti, Benjamin. Fictif? Oui. Oui, évidemment. Jeux vidéo? Oui. Homme? Non. Tomb Raider? Non. Est-ce qu'elle est la protagoniste principale de son œuvre? Oui. Est-ce que elle porte le nom de son œuvre? Non. Est-ce que c'est un jeu sorti dans les années 2000? Ouais. Est-ce que c'est un jeu sorti sur console, PC? Je crois qu'il est sorti un peu sur toutes les plateformes à l'époque. Est-ce que c'est un jeu culte? Est-ce qu'il est connu? Pour certains. Est-ce qu'il est culte pour nous? Il est très culte pour nous. Est-ce qu'on parle de Jade? Bien sûr qu'on parle de Jade. Du coup, du jeu Beyond Good and Evil. Qui va fêter ses 20 ans bientôt. Et je pense que ce sera l'occasion de faire un dossier culte sur le jeu. Absolument. Et d'ailleurs, il y aura une ressortie du jeu en 4K. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous n'avez jamais fait ce jeu, c'est le moment d'y jeter un coup d'œil. Mais on vous en reparlera, vous inquiétez pas. Eh ben écoute, j'en ai plus qu'un, Maxime. Fictif? Oui. Jeu vidéo? Oui. Homme? Oui. Humanoïde? Non. Est-ce qu'il a des apports de créatures qui existent? Oui. Est-ce que c'est Paige? Oui, c'est Paige. Donc, Paige, issue du jeu Beyond Good and Evil, qui d'ailleurs fêtera ses 20 ans. Ah mince, je crois que j'ai une impression déjà vue, Maxime. J'ai l'impression de déjà vu. J'en étais persuadé avant qu'on commence qu'on taperait tous les deux dans du Beyond Good and Evil. Oui. D'une manière ou d'une autre. C'était assez évident. Voilà, c'est les deux personnages principaux du jeu. Et encore une fois, allez y jouer. Eh bien, Benjamin, on est parti pour mon dernier. Ok. Personnage fictif? Non. Non. Est-ce qu'il est dans la musique? Il en fait. Ok. C'est son activité principale? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il fait du jeu vidéo? Non. Est-ce qu'il a un rapport avec YouTube? Non. Est-ce qu'il a un rapport avec la littérature en général? Rapport avec le cinéma? Non. Donc il fait de la musique, c'est pas son activité principale et il fait là les autres trucs. Son activité principale est une activité culturelle, enfin artistique. Pas forcément. Alors, il a une activité... il a d'autres activités artistiques. Ouais. Mais il n'est pas connu pour une activité artistique. Ok. Tony Parker. Non. Est-ce que c'est un sportif? Non. Est-ce que c'est un politique? Non plus. Est-ce que c'est un journaliste? Oui. Donc, c'est un journaliste sur une chaîne télé? Ouais. Journaliste, mais peut-être une fausse piste. Voilà, je peux quand même t'indiquer que je suis obligé de répondre oui, mais... Ok. Journaliste, peu importe ce qu'il en fait, c'est pas non plus son activité principale. Pas vraiment. Il a une autre activité que tu pourrais dire, celle-là, elle est principale. Ah oui. Ok. Il est philosophe? Non. Il joue aux jeux vidéo? Non, pas du tout. Il est comique? Non. Mais c'est quelqu'un de très drôle. Ok. Il est vivant? Oui. Il fait encore son activité actuellement? Ah oui. 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 La chanson, il en fait encore aussi, actuellement? Je crois pas. Non? Pas. Pas activement, en tout cas. Ok. Il est plus connu par Internet ou par la télé? Télé.
quand tu dis journaliste, enfin la notion de journaliste, genre il a été animateur d'une émission et c'est tout? Ou juste, ou vraiment il a fait des trucs de journalisme, enquête, tout ça? Non, il a été journaliste, on va dire, en début de carrière. Ok. Mais c'est vrai que depuis qu'il est connu, c'est pas... Tu vas pas l'associer à du journalisme D'accord. particulièrement, quoi. Mais animateur télé, Oui. c'est son activité principale? Ah oui. Ah! Animateur sur TF1? Oui. Ok. Nico Saliagas? Oui. Ah ouais, bravo. Bravo, bravo, Nico Saliagas, incroyable! Et oui, Benjamin Nico Saliagas, ce qui fait une transition parfaite. Et oui, parce qu'on va passer maintenant à la capsule Starac. C'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer? Donc vous le savez, on va suivre à chaque épisode les primes de la Star Academy. Donc le podcast sort toutes les 2 semaines. Donc là, on va revenir sur le prime 4 et 5 de la Star Academy. Donc le prime 4, c'était un prime qui avait été fait avec un système de duo. En fait, si vous voulez, pendant la semaine, on avait demandé aux élèves de se mettre par groupe de 2 et de passer les évaluations par groupe de 2. Donc là, du coup, il n'y avait pas 3 nommés, mais il y avait 2 duos qui étaient nommés et qui, du coup, devaient se défendre en duo, avec la chanson pour se défendre en duo, et aussi un espèce de battle où l'un devait interpréter une chanson à voix et l'autre devait interpréter une chanson up-tempo, feel good, put your hands up. Benjamin, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, sur ce prime? Pas mal de choses, parce que du coup, moi, je regarde que les primes, donc j'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Déjà, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on parlait dans l'épisode précédent qu'ils avaient repris des choses de koh avec la fameuse immunité. C'était l'autoroute koh parce que maintenant, on est face au destin lié. Dans l'épisode précédent, je disais que Pierre n'était pas du tout mis en avant, alors que je trouvais qu'il avait une gueule et un talent qui étaient fait pour. Et finalement, la prod m'a donné tort parce que sur TikTok, le monsieur a explosé grâce à une de ses compositions qu'il a fait au piano dans le château. Donc ça m'a fait beaucoup rire, mais en soi, j'en suis plutôt content parce que je trouve que Pierre est toujours à l'heure actuelle un des candidats les plus sérieux de l'émission. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est une mise en avant qui n'est pas que liée à ce qui se passe en dehors du château. Il faut savoir que Pierre améliore énormément aussi son travail au sein de la compétition. Donc de base, c'est pas un danseur, il est en train d'un peu de s'ouvrir et de s'améliorer vraiment en danse. J'ai l'impression qu'il a vraiment pris au sérieux la compétition et ce que ça pouvait lui apporter. Donc c'est une récompense à juste titre. Et puis après, c'est vrai que on a Pierre mis en avant, et pour le coup, on sent que la compétition avance. Et on va mettre les élèves un peu plus en danger, surtout notamment sur le prime dont on parle. Je parlais de la courbe de progression de Lenny. Au tout début de la saison, elle faisait clairement partie des élèves les plus faibles vocalement, et là elle a fait un duo avec Vita, et elle a complètement mangé Vita. Et en vrai, moi j'avoue que c'est ce que j'aime aussi dans la Star Academy, c'est de voir que la motivation de certains élèves à s'en sortir, à s'améliorer, surpasse parfois un certain professionnalisme et une certaine habitude que peuvent avoir certaines grandes stars. Ouais, complètement. Et c'est vrai que sur cette prestation, ça s'est bien vu. D'autant plus que je trouve que sur ce Prime, Vita était très iconisée. Vraiment mise en avant, mais de manière un peu étrange, genre justement en tant que marraine. Et elle était toujours sur un piédestal par rapport aux autres élèves. Et donc du coup, c'était un peu étrange. Moi, j'aime pas trop cette façon de faire les choses. Après, c'est sûrement pas elle, hein, sûrement la prod qui a décidé ça comme ça, en tant que marraine et tout. Donc voilà, elle prend quand même certaines libertés et tout, j'ai trouvé ça un peu marrant. Mais bon voilà, j'espère que Vita, on la reverra à la finale et que pour l'instant, elle nous laisse un peu tranquille. Du coup, on va aussi en profiter pour parler des nommés, pour parler un peu de la manière dont ils sont défendus. Parce que du coup, quand on regarde pas les quotidiennes, c'est peut-être surprenant de se dire, de voir Clara et Julien nominés en duo. Mais j'explique du coup pour ceux qui regardent pas les quotidiennes, ce qui s'est passé, c'est que Clara et Julien du coup se sont mis en duo, donc du coup les deux plus grosses voix se sont mis en duo ensemble. Il n'y avait pas forcément une alchimie qui se dégageait de ce duo-là. Alors que tous les autres se sont mis vraiment par affinité, et au final c'est ce qui est ressorti des duos qui ont été faits lors des évaluations, c'est que l'affinité des duos entre eux ont vraiment, pour tous sans exception, brillé de mille feux. Bon, ils sont clairement rattrapés sur l'émission, ils ont clairement compris où étaient leurs points faibles, puis vu que c'est deux grandes voix, ça a fonctionné. J'aimerais aussi revenir du coup sur ces espèces de battles qui ont été organisées pour défendre les deux duos, où Julien et Elena se sont affrontés chacun sur une chanson vocale. Donc Julien nous a proposé du Jacques Brel,
Bon, il était complètement en surjeu, mais voilà, vu que vocalement il a assuré du Jacques Brel, bah ça a fait son effet. Elena, par contre, a décidé de se défendre sur Hurt, de Christina Aguilera. Je comprends pas que personne lui ait dit de pas y aller. J'ai aucun doute qu'elle gère la chanson en répétition, mais c'était quand même sacrément se mettre en danger que de le faire en live, et il s'est passé ce qui devait se passer. Et après, sur la partie son festif, on a eu Marie-Maude qui a fait du Juliette Armanet. Grosse prise de risque, grosse mise en danger. Bah ça a pas marché tant que ça. Mais en fait, le truc avec Marie-Maude, c'est qu'elle s'améliorait énormément, mais vu la vitesse à laquelle ses camarades se sont améliorés, bah, elle s'est très vite retrouvée pas trop au niveau du reste. Et puis en face de ça, Clara a décidé de jouer la carte d'un son de Rihanna. Et ça, c'était un choix très fort, parce que d'un côté, du coup, elle avait le côté ambiance et Put Your Hands Up, mais du coup, bah, niveau prestation vocale, ça a envoyé aussi. Et du coup, bah, elle a un peu mangé son adversaire. Et pour le coup, je trouve que sur le prime en lui-même, Marie-Maude a quand même mieux géré que Elena. Mais vu que Marie-Maude avait déjà été nominée plusieurs fois, et qu'elle s'améliorait moins que les autres, je peux comprendre qu'ils aient choisi de sauver le travail d'Elena. Et je dirais que Elena a loupé son coup, alors que Marie-Maude est juste pas au niveau encore. Voilà. Et donc, tout simplement, pour moi, naturellement, c'est elle qui est partie. Je l'avais un peu pré-shot sur le dernier épisode. Exactement. Donc, c'est ce que je craignais pour elle, malheureusement. Hein. C'est que si elle retombait en nominée, ça passerait pas deux fois, quoi. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, Marie-Maude est partie. Mais maintenant, on peut parler aussi du Prime qui a eu lieu, le dernier Prime en date, qui était avec la Philharmonie de je sais pas où. Alors, c'était un orchestre philharmonique. La particularité de cet orchestre philharmonique, c'est que son chef d'orchestre est Mathieu Gonnet. Et Mathieu Gonnet, c'était l'ancien préparateur musical de la Starac. Donc voilà, c'est un peu le retour d'un ancien, et puis en plus du coup il a participé aux évaluations, et d'ailleurs les évaluations se sont faites en ce sens, sans prendre en compte les progressions, les talents, d'où ils sont partis ou autres. Ils ont vraiment pris en compte est-ce que vocalement ils assurent avec un orchestre. C'est les 3 élèves les moins bons vocalement qui ont été nommés, c'est-à-dire Candice, Djibril et Victoria. Exactement. Au niveau des nominations, on pouvait pas être plus logique, je pense, que ce soit pour la Philharmonie ou pour la compétition. C'était pour moi logique que ces trois-là soient nominés à un moment donné. C'est une nouveauté pour Candice, mais bon, Candice, ça fait un moment que c'est quand même fragile. Et même s'il y a une progression, dans sa façon de se mouvoir, de se présenter sur scène, etc., malheureusement, la voix stagne beaucoup et les fausses notes viennent en grand nombre, malheureusement pour elle, lors des prestations, sur le Prime en tout cas. Et du coup, après, c'est une place que connaissent très bien Djibril et Victorien, qui ont déjà, eux, été nominés de leur côté, et donc qui sont vocalement aussi parmi les plus faibles. Donc du coup, voilà, c'est Victorien qui a été éliminé, et c'est assez logique. Parce qu'au final, oui, il partait de plus bas tous les autres candidats, mais il y a d'autres candidats qui partaient de quasi aussi bas que lui, comme Margot par exemple. Et quand on voit la courbe de progression qu'elle a eue, c'est normal que s'il s'améliore pas, ce soit lui qui parte. Et pour le coup, Djibril n'a pas non plus trop géré sa prestation, bien que pour moi c'était quand même la meilleure des trois. Parce que Djibril a ce côté où s'il fait une fausse note, il s'en fiche, il se rattrape vite, il continue. Il a quand même une présence scénique qui est quand même bien là, et qui est, je trouve, une des meilleures parmi tous les candidats. Donc voilà, je pense que c'était normal de le sauver, et peut-être que Candice a profité de la hype autour de Pierre, vu que pour les gossips, il y aurait une romance entre Pierre et Candice. Voilà, et puis peut-être aussi pour ceux qui regardent les quotidiennes, il la voit réellement s'améliorer. Un peu comme Elena, on aimerait que ce qu'elles font en semaine se retrouve sur les primes. Parce que du coup, je suis pas sûr que Candice survive encore longtemps dans la compétition si elle n'a pas pareil ce petit déclic dont elle a besoin. Et pour revenir à Victorien, en fait, le gros problème pour lui, c'était que c'est le seul qui n'arrive pas à chanter, en fait, tout simplement. Et on a pu le voir, malheureusement pour lui, dans ses évals, où il s'est planté et il n'a pas du tout réussi à même se rattraper, quoi. Il s'est enfoncé dans son truc, où il a perdu jusqu'à la mélodie de la chanson qu'il est censé avoir appris par cœur. Donc c'est quand même très grave, et je pense que c'était le moment pour lui de partir. Du coup aussi, on va un peu revenir aux ceux qui n'étaient pas nommés, hein, Ouais, et au live qu'ils ont quand fait. même. C'est un peu une tradition pour la Starac de faire un épisode avec un orchestre philharmonique, sauf que là, c'était trop tôt dans l'émission. C'est-à-dire que, globalement, Benjamin, on va pas se mentir,
ils se sont tous plantés sur l'émission. Ouais, ils se sont quasiment tous plantés, ouais. Il y avait des prestations qui étaient quand même qualitatives, hein. C'est pas planté, c'était pas catastrophique non plus. Non. Mais il y a eu beaucoup plus d'erreurs que sur les précédents Prime. Et c'est des erreurs qui s'expliquent purement parce que chanter avec un orchestre philharmonique derrière, c'est pas la même manière de chanter. Il y avait peut-être pas forcément assez d'entraînement pour assurer ça. Et peut-être que si on avait eu ce live-là dans une semaine ou deux, il y aurait peut-être eu plus de travail qui aurait permis un live de meilleure qualité. Donc ouais, ils se sont à peu près tous plantés. Le problème avec la philharmonique, du coup, c'est que parfois, on n'entendait pas bien la philharmonie. C'était un petit peu compliqué pour nous de se plonger dans les chansons, parce qu'évidemment, c'est des réarrangements. Donc on a eu le droit, par exemple, à du Katy Perry, mais en fait, la rythmique est changée, et c'est beaucoup plus calme. Cependant, du coup, parfois, on entendait trop les voix des candidats, et parfois, on ne les entendait pas, à l'instar de Pierre, qui a chanté du Edith Piaf et qui malheureusement perdait en souffle sur la fin de ses phrases. Et donc du coup, avec la philharmonique par-dessus, on n'entendait quasiment pas ce qu'il racontait à la fin de ses phrases. Donc ça peut être compliqué, et comme tu l'as dit, en fait, il n'était pas prêt à ça. Il n'était pas encore prêt, il fallait attendre un petit peu pour pouvoir s'améliorer et avoir un prime d'exception. Ce qui n'a pas été le cas ici, à part peut-être Clara, en compagnie de Chimène Badi, où c'était une prestation où elle était très à l'aise, on va pas se mentir, elle était dans sa zone de confort, mais qui était parfaitement respectable. Et après, je pense aussi à ce fameux duo tant attendu avec les cathédrales Axel, Julien, parce que c'était un peu les deux grosses voix masculines qu'on a mis sur une chanson vraiment très compliquée vocalement. Et donc du coup, c'était un peu le match. En plus, vraiment, la prod a mis en scène un peu le côté duel. D'ailleurs, Julien et Axel n'ont pas eu besoin de la prod pour ça, hein, parce qu'ils sont un peu en concurrence, donc du coup, ils se sont mis en duel tous les deux comme des grands sur la chanson. Complètement. Et du coup, surprise et grand rebondissement, Julien peut-être péché d'orgueil, je ne sais pas, mais du coup a voulu aller chercher une note qui était pas dans la chanson de base et qui était un peu en dehors de sa zone de confort, et il s'est passé ce qui s'est passé, il a raté. Et c'est peut-être la première fausse note de Julien en live, et ça s'est fait peut-être sur la chanson sur laquelle il voulait assurer le plus, quoi. Donc bon, je pense que Julien doit déjà assez s'en vouloir à lui-même d'avoir fait ça, parce qu'on voit bien là, que c'est quelqu'un de très pro et de très consciencieux. Donc j'ai aucun doute sur le fait que ça va un peu lui permettre de le recadrer et de retravailler un peu sur lui-même et sur la confiance qu'il peut avoir en ses capacités vocales. Même quand des Lenny ou des Julien font pas forcément de bonnes surprises, du coup c'est vrai que ça abaisse un peu le niveau du prime. Notamment, en plus, on a eu Margot, qu'on a mis sur du Lady Gaga, avec probablement le tableau le plus compliqué à performer depuis le début de la saison, parce que du coup, en fait, c'était un tableau dansé, mais il y avait beaucoup de figures portées. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas dire « Ah, je suis essoufflée, ok, je vais m'économiser un peu, retrouver du souffle », parce que du coup, c'était les autres danseurs qui faisaient un peu la choré. Donc du coup, effectivement, elle a manqué de souffle sur quasiment toute la chanson. C'était une difficulté absolue, mais Margot s'est pas démontée, et elle a su quand même gérer le fait qu'elle avait pas de souffle pour continuer à faire la chanson et quand même assurer le show. Ah oui, ça complètement. Et puis Margot a en fait réussi à s'adapter, et ça c'est une force et une qualité que ne peuvent pas avoir tous les élèves. C'est voilà la capacité d'adaptation en fonction de la situation dans laquelle tu te retrouves. Parce que en effet, du coup, elle n'avait plus de souffle, mais en attendant, du coup, elle a pris la chanson un peu plus bas. Mm. Et elle a fait une prestation différente, je pense, de ce qu'elle avait prévu. Mais au final, ça a assuré le truc. C'est-à-dire que nous, on voit qu'elle galère un petit peu, mais en attendant, elle est présente, la chanson est bien chantée, il n'y a pas de fausse note parce qu'elle a adapté sa façon de la chanter. Parce qu'un artiste live, c'est ça avant tout finalement. C'est d'assurer un spectacle, d'assurer un show, quoi qu'il arrive. Moi, mes points forts finalement de ce live, je vais quand même mettre Djibril. Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'il s'améliore encore nettement vocalement. Ouais. Margot, parce qu'on lui a donné un tableau compliqué, elle s'en est sortie comme elle pouvait. Puis j'ai dit tout à l'heure, Clara. Et du coup, on va peut-être passer au petit pronostic, maintenant qu'on a débriefé ces deux derniers lives. Ouais. Benjamin, du coup, il y aura 2 primes qui auront lieu avant le prochain épisode. Mhm. Du coup, toi, tu verrais qui d'éliminer d'ici notre prochain épisode de podcast? Alors c'est un peu compliqué parce que naturellement, moi j'irais sur Candice en premier lieu.
parce que son niveau commence à être vraiment plus adapté aux autres élèves. Et en plus de ça, bah, même encore là, elle a chanté J'envoie valser de Zazie et ça n'allait pas, c'était raté. Encore une fois, choix de prod ultra mauvais pour elle. Arrêtez de lui faire chanter des chansons qui ne sont pas adaptées pour elle et essayez de prendre quelque chose de plus simple, de plus doux, comme elle l'est elle-même en fait. Un truc plus adapté, je pense, à sa voix et surtout à sa personnalité. À quel point le public peut la sauver au fur et à mesure des semaines, je n'en sais rien. Mais en tout cas, en termes de prestations, pour moi, ce serait elle la prochaine à partir. Et à mon avis, accompagnée de Djibril, à l'heure actuelle, en tout cas, de ce qu'on a. Parce que je pense que c'est le deuxième qui n'est pas encore au niveau et qui malheureusement ne s'améliore pas assez drastiquement pour rattraper ses petits camarades. Après, moi, je mettrais aussi peut-être Elena là-dedans, parce que Elena, en fait, bah, on sait pas. On sait pas. Est-ce qu'elle est capable vocalement de s'aligner sur des Clara ou des Pierre ? Oui. Mais est-ce qu'elle y arrive ? Bah, pas encore. Et notamment lors des primes. Donc si elle n'arrive pas à briser ce cocon-là, je pense qu'elle est quand même sacrément en danger. Surtout quand on voit des Lenny et des Margot qui s'améliorent de fou, qui sont quand même bien sécures. Axel, qui peut peut-être se mettre en danger et être nommé, mais bon, soyons honnêtes, je pense pas qu'il va y aller jusqu'à être éliminé. Julien aussi, qui peut peut-être par péché d'orgueil finir par être nominé un peu trop de fois, mais pareil, pas tout de suite non plus. Et du coup, je pense que là, on est à peu près au milieu de la saison. C'est peut-être le moment de faire des vrais pronostics, Benjamin. Qui tu verrais pour les 4 finalistes de la saison ? Bah moi, alors je vais plutôt dire ce que j'aimerais. Bah, il y aurait Margot, qui est ma petite favorite depuis le début. Clara, parce que je pense que sa voix... Voilà, j'ai pas d'affinité particulière avec elle, mais par contre sa voix est clairement la meilleure de toutes. Donc au bout d'un moment, le travail paye. Pierre, parce que entre ce qu'il avait de base et son amélioration, je pense qu'il peut, limite, c'est lui qui peut devenir l'artiste le plus intéressant à la sortie de l'école. Et en dernier, moi j'aimerais Lenny pour assurer le show, parce qu'elle nous a montré quand même que c'était une showgirl. Et pour moi, on a toujours besoin d'une showgirl. Je suis plutôt d'accord avec toi en soi. Il y a peut-être des choix plus évidents, mais qui pourraient avoir des erreurs de parcours. Notamment Julien, Axel. Il y a quand même moyen que ça se plante à un moment ou à un autre. Donc, écoutez, on va voir du coup si on a raison. Les pronostics pour la finale sont faits. On en reparlera quand on débriefera la saison complètement. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre podcast pour débriefer le reste de la saison. On va pouvoir passer maintenant à la rubrique Culture Culte, et cette fois-ci, on va parler de la filmographie d'Edgar Wright en vous dévoilant notre top commun. Absolument, Benjamin. Du coup, on va commencer par ce que l'on considère comme le moins bon Edgar Wright. Alors déjà, sachez qu'il n'y a aucun film d'Edgar Wright qu'on n'aime pas. On les trouve tous très très bons. Et je précise d'autant plus ça que pour nous, le Edgar Wright le moins bon, c'est, Benjamin... Shaun of the Dead. Et oui, voilà. Donc c'est dire à quel point on aime le bonhomme. Parce que pour nous, son film le plus culte, qui est d'ailleurs aussi son premier long métrage, est pour nous son plus faible. Son plus faible, mais c'est surtout qu'il a juste fait que mieux ensuite. Oui, voilà, c'est totalement ça. Edgar Wright arrive toujours à améliorer un élément à chaque film. Du coup, ce qui fait que quand on cumule sur l'intégralité de sa filmographie, Shaun of the Dead s'avère être pour nous le moins solide, malgré toutes les qualités qu'il avait déjà dès son premier film, ce qui est assez impressionnant. Oui, parce qu'en attendant, ça reste un film très très drôle. Donc pour resituer le film, on est sur un pastiche et non une parodie. Il y a une légère différence. Je précise, la parodie, on se moque des codes d'une œuvre. Le pastiche, on lui rend hommage et on réutilise ses codes. Donc dans Shaun of the Dead, on est sur un pastiche pur et simple du film de zombies. C'est-à-dire qu'on sent qu'Edgar Wright adore les films de zombies. Donc du coup, il va s'amuser avec ses codes pour y apporter quelque chose, notamment de la comédie. Après, il y a quand même une partie ventre mou du film, je trouve, quand sur les 3/4, il se retrouve enfermé dans le pub. Là, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Mais on lui pardonne, et ça n'empêche pas tout le plaisir que je peux avoir à regarder Shaun of the Dead, surtout que c'est là où on a quand même pu découvrir Simon Pegg et Nick Frost, duo iconique, mais aussi 2 acteurs qui ont une très belle carrière séparément ensuite. Et
Du coup, c'est aussi le premier film de ce qu'on appelle la trilogie Cornetto. Donc on a le rouge pour le sang dans Shaun of the Dead, le bleu pour la police dans Hot Fuzz et le vert pour les extraterrestres dans Le Dernier Pub avant la fin du monde. Donc voilà, c'est le commencement. Il y a eu que du mieux derrière, donc naturellement, il est en bas du classement, mais encore une fois, on adore le film. Benjamin, on a mis quoi déjà en top 5 ? Eh bien, au top 5, on reste dans la trilogie Cornetto, et ce sera Le Dernier Pub avant la fin du monde. Donc voilà, Le Dernier Pub avant la fin du monde est un film qui est assez mal aimé dans sa filmographie, souvent celui qui est cité comme le moins bon, mais je trouve qu'il a un truc que n'ont pas les autres films d'Edgar Wright, c'est-à-dire un côté beaucoup plus personnel et une remise en question par rapport à l'âge adulte. C'est un film qui parle beaucoup de nostalgie, on est sur un personnage qui va rappeler tous ses anciens potes, donc c'est un personnage qui a la quarantaine, qui est joué par Simon Pegg, qui rappelle tous ses anciens copains avec qui il avait tenté un marathon, et donc du coup, je crois que c'est une quinzaine d'années plus tard, il retrouve toute cette bande de potes pour retenter ce marathon qu'il n'avait pas réussi à finir à l'époque. C'est vrai que cette trilogie parle un peu en fait, de l'âge adulte de manière générale. On a donc l'adolescence et cette entrée dans l'âge adulte qu'on n'est pas vraiment une dans Shaun of the Dead. On a le job, le travail et tout ce que ça implique dans Hot Fuzz. Et dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, on fait le bilan un peu de l'âge adulte. Et en plus de ça, je trouve que Dernier Pub avant la fin du monde, c'est aussi la seule véritable incursion d'Edgar Wright dans de la vraie science-fiction. On a encore un petit peu cette image de pastiche, même si c'est beaucoup moins que les deux autres films. Mais malgré tout, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le côté beaucoup plus terre-à-terre, où son personnage est un personnage qui était dans un hôpital psychiatrique, qui est au bord du suicide. On comprend plus ou moins que cet objectif de finir ce marathon est un peu la dernière chose qu'il a envie d'accomplir avant de quitter ce monde. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un projet qu'Edgar Wright avait depuis très longtemps et qu'il a décidé de ressortir, car un de leurs producteurs fétiches sur la trilogie Cornetto avait eu un cancer et lui adorait le scénario. Et donc, il voulait absolument faire ce film avant un potentiel décès de son ami. Et finalement, il a réussi à produire le film et en plus, son ami a fini par vaincre le cancer. Donc, c'est une très belle histoire. C'est d'autant plus une très belle histoire que finalement aussi c'est peut-être, comme tu disais, son film le plus personnel, mais aussi un film qui est plus émotionnel, et on est sur un bilan plus doux, amer et plus mélancolique que le reste de la trilogie Cornetto. Mais je peux comprendre que du coup ça ait surpris quelques personnes, parce que ce film-là utilise énormément d'éléments de la trilogie Cornetto, mais peut-être pas ceux que le public préférait dans cette trilogie-là. Puis en fait, je pense que c'est tout simplement un film qui a souffert des attentes qu'avait le public envers lui. C'est-à-dire que quand Hot Fuzz est sorti, on attendait une confirmation du talent qu'il nous avait montré dans Shaun of the Dead. On l'a eu. Et donc, du coup, il vient quand même briser certaines choses, ce qui a pu perturber les attentes de certains spectateurs. Mais je vous encourage à le revoir aujourd'hui, car il a tout d'un bon film de la trilogie Cornetto, malgré les quelques défauts qu'il puisse avoir. Exactement. Et du coup, on va peut-être passer au suivant, Benjamin. Donc notre top 4 du coup des films d'Edgar Wright, et il s'agit de Last Night in Soho. Last Night in Soho, donc, qui est le dernier film en date d'Edgar Wright. Et ce qui rend intéressant Last Night in Soho, c'est que c'est le seul film sans humour. Il est là pour nous faire plutôt flipper, en fait. On est sur un thriller psychologique, on doit même déborder sur le fantastic horror. Donc le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit à la campagne et qui décide de partir à Londres, dans le quartier de Soho, pour étudier la mode. Et du coup, en arrivant en ville, elle ne va pas bien s'adapter à la vie londonienne. Elle est en décalage total avec les autres étudiants, alors qu'elle est bloquée dans les années 60. C'est ça son kiff, c'est la mode des années 60. Et pas que la mode, d'ailleurs, c'est toute la nostalgie qu'on peut avoir des années 60. Et du coup, le film parle un peu de ça aussi, où aujourd'hui on fantasme plein d'époques qu'on n'a pas connues, ou alors on a tendance à en retenir que des bonnes choses, alors qu'une époque est ce qu'elle est toujours, c'est-à-dire qu'il y a du bon et du mauvais. Si on vit cette époque et qu'on était vraiment projeté dans cette époque, ce qui arrive à l'actrice principale, on est souvent déçu et on déchante. Donc peut-être que vis-à-vis d'Edgar Wright, il y a quelque chose d'un peu méta, parce que c'est un réalisateur duquel on attend beaucoup, et ça lui permet aussi de parler de la manière dont
dont lui-même gère l'attente de ses spectateurs et des déceptions qu'il peut avoir vis-à-vis de ses films, mais ça parle aussi à la pop culture en général, de cette déception qu'on peut avoir quand on se rend compte de ce qu'était réellement l'époque dont on se croit nostalgique. Exactement. Et puis je pense, par ce biais-là, il en profite aussi pour exorciser sa propre nostalgie, parce que là où il aurait pu prendre la facilité qui est la nostalgie des années 80, et ben en fait, lui prend les années 60, une décennie que lui-même aime beaucoup. Et on le ressent dans ses films précédents, notamment surtout par la musique. Lui-même a pu parfois plonger dans sa propre nostalgie, et il fait ce film aussi pour se détacher de ça, je pense, et pour montrer aux autres, en même temps qu'à lui-même, qu'une nostalgie trop forte ou mal placée n'amène pas forcément de choses bonnes. Exactement, puis tu disais tout à l'heure que c'était un film qui avait pas de gag, que c'était un film qui était pas drôle et volontairement pas drôle, et bizarrement, moi ça m'a pas choqué, parce que Edgar Wright maintient quand même un certain rythme, et particulièrement, il maintient aussi un certain contact émotionnel avec son spectateur. Parce que justement, on suit un personnage principal qui a elle-même des émotions qui se mélangent. Et du coup, le casting en plus, donc Anna Taylor-Joy dans le rôle principal, mais aussi Matt Smith dans un rôle secondaire un peu ambigu. Et en fait, c'est un duo qui fonctionne très bien parce que c'est des acteurs très charismatiques. Et en plus, je trouve que le choix de ces deux acteurs-là est très intelligent parce que ce sont tous les deux des acteurs qui ont une manière de jouer qui est très moderne, mais c'est aussi quelqu'un qui incarne quelque chose de plus vieux qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'Anna Taylor-Joy, on l'a vu par exemple dans Le Jeu de la Dame, quand on lui fait jouer des rôles un peu plus historiques ou qu'on la projette dans d'autres époques, elle est très vite très crédible. Et Matt Smith, qui joue aussi dans Doctor Who, a aussi ce talent-là d'avoir un corps de jeune et de jouer comme un vieux, entre guillemets. Et aussi, il arrive très bien à retranscrire une certaine ambiguïté de jeu, parce qu'on ne sait pas trop les intentions du personnage, on ne sait pas trop s'il est gentil, méchant avec ou non l'héroïne. Du coup, c'est un choix de casting pour porter son film qui est hyper intelligent, parce que le choix même porte le propos qu'il veut y mettre. Oui, complètement. Et puis sans oublier l'actrice principale, Mackenzie, qui en fait a ce visage de naïveté qui permet justement de projeter en elle toute cette nostalgie mal placée. On y croit à 200% dès la première scène où elle est là en train de danser avec une robe qu'elle a fabriquée en journaux, magnifique travail de costume. Et du coup, on est plongé directement dans l'univers de cette gamine, parce qu'on la voit clairement comme une gamine, alors que je pense qu'elle a un âge tout à fait de jeune adulte. Et du coup, on est un peu perdu comme le personnage principal, et on va découvrir au fur et à mesure ces lieux un peu de la nuit, au fur et à mesure des cauchemars qu'elle fera durant tout le long du film. Oui, puis c'est vrai qu'aussi en termes de genre, toujours, on a une réelle incursion dans le fantastique. Et là où Edgar Wright, quand il s'approchait des genres du cinéma auparavant, c'était pour en faire des pastiches et en utiliser les codes. Là, on a une plongée plus premier degré dans un genre particulier qui est le genre du thriller psychologique à twist fantastique. On a à l'occasion peut-être les plus belles trouvailles de mise en scène d'Edgar Wright, parce que justement, pour une fois, il est premier degré. Et en plus, c'est un réalisateur qui est déjà très connu pour ses idées de montage particulièrement, ses idées de mise en scène aussi, cette manière un peu de lier les deux qui fonctionne très bien. Là, je trouve qu'il a vraiment une véritable maestria et une véritable maîtrise en fait dans ce film. D'autant plus que dans les années 2000, on a une grande mode de film à twist, qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut faire un film à twist, c'est compliqué. Il faut arriver à perdre le spectateur pour pas qu'il se doute de ce qui se trame. Et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de films à twist, on va dire, excusez-moi du terme, mais un peu pété. Mais là, pour le coup, il m'a mis complètement sur le cul, parce que le twist, je l'ai pas vu venir. Et même au bout d'un moment, quand tu te doutes qu'il va y avoir un twist quelque part, tu le cherches pas là où il est. Donc du coup, t'es un peu obligé de le prendre en pleine face. Du coup, là, Edgar Wright réussit complètement son coup. Et donc là, on va rentrer un peu dans un top 3 qui est vraiment un top de cœur. Benjamin, du coup, j'ai laissé introduire le top 3 parce que tu le préfères à moi. Ouais, complètement, c'est mon petit coup de cœur personnel, Baby Driver. Donc Baby Driver, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est chauffeur pour des braquages. À chaque braquage, il se met de la musique et tient absolument à ce que tout soit rythmé au rythme de sa musique. Sauf qu'un jour, il va rencontrer une fille et va vouloir partir avec elle, sauf que son métier va vite le rattraper. Et justement, c'est sur ces scènes de braquage que le film trouve toute sa force,
parce que effectivement, vu que le personnage met ses écouteurs, la musique diégétique du film devient aussi d'une certaine manière extra-diégétique parce que le montage va être complètement fait autour de la musique, et Edgar Wright arrive à faire un montage qu'on dit du coup clipesque, et c'est quelque chose qui est rarement fait au cinéma parce que c'est assez vivement critiqué. On a des grands réalisateurs britanniques comme Danny Boyle par exemple qui sait très bien le faire, mais on a aussi Edgar Wright. Et du coup, ça rend des films très forts où Edgar Wright peut se laisser aller à toute sa créativité. Et ça sert en plus le propos du film parce que c'est des braqueurs. Et du coup, les braqueurs n'ont plus de limite. C'est, je trouve, des scènes très très fortes. Après, moi, c'est là où je l'aime peut-être un peu moins que toi, du coup, Benjamin. C'est je trouve que le film devient plus faible en dehors de ces scènes de braquage. Les scènes un peu de discussion entre les braqueurs, je les trouve un peu plus faibles. Bien que on est sur les personnages secondaires les plus réussis de la filmo d'Edgar Wright sans hésiter, et du coup c'est plus faible aussi parce que Edgar Wright laisse se reposer sa réalisation pour faire confiance à ses personnages, à ses acteurs, et donc du coup ça fonctionne très bien quand même. Et si t'as d'autres choses à dire, je te laisse les dire parce que c'est quand même un film que t'adores. Non, déjà, en fait, moi je l'aime beaucoup aussi le film parce qu'il vient aussi me chercher personnellement. C'est-à-dire que du coup, on a la virtuosité de la mise en scène d'Edgar Wright, bon, qui est présente tout le temps, mais qui est là quand même assez majestueuse. Ensuite, on a le côté romance et teen movie que moi j'adore, voilà, c'est un peu mon petit péché mignon. Et je trouve que ça marche très bien dans la dynamique du film avec le parallèle des scènes d'action, où du coup l'action vient se reposer pendant les scènes un peu plus romantique, on va dire. Et aussi, tu parlais du coup des scènes de préparation de casse ou des choses comme ça, où voilà, on se repose sur la dynamique des personnages, mais qui fonctionnent quand même très bien parce qu'ils viennent tous interagir du coup avec le personnage de Baby. Et donc du coup, le rythme se fait par les dialogues et par les interactions entre les personnages. Sachant que, comme tu l'as dit, ce sont des personnages très hautes en couleur et qui fonctionnent très bien, même quand la mise en scène, elle, est un peu plus mise de côté. Et il y a une dernière chose que je trouve hyper intéressante du coup dans la façon de construire le film Baby Driver, c'est les enjeux et la mise en tension. Parce que les enjeux sont assez simples, mais par contre, je trouve que c'est la meilleure mise en tension de la filmographie de Edgar Wright. Pour vous résumer un petit peu, pour que vous compreniez, en fait, Baby est menacé par les autres auteurs des casses parce qu'il ne veut plus du coup faire ses casses. Mais comme je l'ai dit, c'est des personnages assez dingos, assez hauts en couleur, et donc du coup, ils sont totalement imprévisibles. Ce qui rend une tension assez forte dans les films, qui est au début amusante, parce qu'on rigole voilà, de ces personnages un petit peu bourrins, mais à la fin qui est vraiment pesante, parce que selon ce qui va arriver à certains personnages, on sait que Baby est gravement en danger, et aussi du coup sa copine. Et donc du coup, on commence à avoir une réelle peur pour ces personnages et je trouve que c'est ultra bien géré. Et c'est la première fois pour moi que Edgar Wright s'enfonce vraiment dans ce côté de suspense et de tension. Du coup, je mets de côté Last Night in Soho qui arrivera plus tard. Mais dans Baby Driver, à ce moment-là, pour moi, c'est la première fois qu'il le fait, ou du moins aussi bien. Et ce qui fait que même quand on n'est pas dans les films d'action virtuose, et j'apprécie d'autant plus le film car il me propose quelque chose de différent que Wright n'avait jamais proposé à ce moment-là. Mais malgré tous ces points positifs, il n'est que 3e du classement et donc maintenant on peut passer à la place numéro 2, Maxime. Et oui, parce que là on passe du coup à mon film de cœur d'Edgar Wright qui est Hot Fuzz, donc le 2e épisode de la trilogie Cornetto. Donc là on suit l'histoire d'un flic de Londres qui est tout d'un coup muté dans le village le plus paumé d'Angleterre. Donc du coup, bien évidemment, il y va à reculons, mais il va découvrir que dans ce village, il se passe des choses un peu étranges. Mais on disait tout à l'heure du coup qu'Edgar Wright pastichait des genres. Là, on est dans un pastiche de film d'action. Et en plus, le décalage est d'autant plus intéressant qu'on est sur un film d'action bien bourrin avec des fusillades, des explosions et des bastons dans un village de campagne en Angleterre. Et je trouve que l'humour fonctionne très très bien. Moi, c'est un de mes films de chevet. Et pourtant, le genre qu'il pastiche, c'est pas un genre que j'aime particulièrement. Vous l'avez peut-être compris du coup dans cet épisode-là, mais moi j'aime bien les actionneurs, mais j'aime bien les actionneurs où ça se tatane au pied-point, on va dire. Dès qu'il y a un peu trop d'explosions et de fusillades, j'ai un peu plus de mal avec ce format d'action. Mais bizarrement, ça fonctionne très très bien sur moi avec Hot Fuzz,
notamment parce que je trouve que c'est le Edgar Wright le plus drôle, en tout cas celui qui correspond le plus à mon humour, surtout que le film arrive aussi à mélanger un peu le genre du policier, parce que bien sûr, hein, le personnage principal est flic, il y a une enquête qui est menée, et en plus sur sa dernière partie, sur cette un peu révélation de tout ce qui se passe dans ce village-là, le film est hyper surprenant et rebifurque encore sur autre chose. Mais je trouve qu'il réussit complètement ce côté pastiche de genre et qu'on est dans cette créativité un peu sans limite d'Edgar Wright. Et je trouve que c'est une très belle confirmation de ce qu'on avait déjà pu voir dans Shaun of the Dead. Et du coup, toi, Benjamin, c'est quoi que t'aimes bien dans Hot Fuzz ? Bah, tu parlais du pastiche, voilà, de l'actionneur, etc. Mais moi, il y a aussi le pastiche du film policier, notamment avec le gimmick de Edgar Wright, qui est un montage un petit peu épileptique. Cette fois-ci, il va l'utiliser pour faire référence à des œuvres comme Les Experts, la série. Si vous vous rappelez du générique, on a vraiment plein d'images avec des espèces de flashs blancs comme ça, et qu'il réutilise quand il doit faire des scènes, justement, je crois que c'est quand il prépare le dernier gros assaut pour venir liquider le village entier. Et même sur des flashbacks d'enquête, quand il se rappelle d'éléments et tout, hein, c'est utilisé même Oui, de la oui, même complètement. manière que dans Les Experts. Exactement. Et je trouve que le gag finalement ultime, c'est la raison de pourquoi tous ces personnages font ce qu'ils font. C'est que ils veulent juste rester la petite ville où il y a le moins de criminalité du pays. Et donc en fait, pour être la ville où il y a le moins de criminalité, on liquide tous ceux qui veulent signaler la criminalité. Donc c'est complètement stupide et contre-productif, mais ça rend du coup le truc absurde et super drôle. Et je finirai juste en précisant une petite idée qu'a eu Edgar Wright sur ce film et que j'aime beaucoup. C'est le combat final qui se déroule dans une espèce de petite ville miniature. Et du coup, on a un espèce de combat de kaiju, mais avec juste deux gars qui se foutent sur la gueule. Et j'ai trouvé ça super drôle et une super bonne idée visuelle avec peu de moyens du coup. Et ça prouve encore une fois toute l'ingénierie de Edgar Wright. Absolument, Benjamin. J'ai rien à redire, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Maintenant, on va passer du coup au top 1. C'est celui qui nous réunit en quelque sorte. C'est un film d'ailleurs qui à l'époque n'est pas sorti en salle en France, et quand on s'est rendu compte qu'on aurait un direct to DVD, on était bien deg. Donc je rêve encore de pouvoir découvrir ce film en salle, et ce film, finalement, vous en a déjà parlé. Benjamin, il s'agit de... Eh bien, c'est Scott Pilgrim, Maxime. Et bon, on va pas tergiverser 150 ans sur Scott Pilgrim, parce qu'évidemment, on vous en a déjà un petit peu parlé dans le dossier du jour. Mais du coup, si on veut se recentrer sur le film, donc du coup, cette fois-ci, c'est bien Scott Pilgrim qui doit combattre les ex-maléfiques de Ramona Flowers. Ils les tapent un par un, ils finissent ensemble, on connaît l'histoire, mais ce qui est intéressant ici, c'est pas forcément ce qu'ils racontent, mais ce qu'ils nous montrent. Absolument. En fait, faut dire, on va du coup aussi se remettre dans le contexte de quand on l'a découvert. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait déjà des films de comics qui arrivaient beaucoup sur le grand écran, mais lui s'inscrivait dans ces films de comics qu'en essayait de reprendre l'esthétique. Et en plus, comme on disait aussi tout à l'heure, il reprenait l'esthétique jeux vidéo et mélangeait un peu toutes ces esthétiques-là purement geek, voire disons-le nerd. Et nous, ça nous avait complètement kiffé à l'époque. Et on fait des références à la culture geek de manière toujours assez maligne. Dans la BO, il y a carrément une musique de Zelda, et il y a plein de petites références qui sont des vraies références. On est sur un vrai fan de la culture geek qui y rend hommage, et qui en plus adapte une BD qui parle de la culture geek. Et effectivement, c'est la manière dont il met en scène les choses, son montage et tout ce qu'il ajoute. Par exemple, quand les personnages se battent, il y a des onomatopées comme dans les BD. On a carrément des scènes de combat qui reprennent des vraies mises en scène de jeux vidéo d'arcade. On est complètement encore une fois, dans un délire visuel sans limite d'Edgar Wright. Sûrement son plus singulier par rapport au reste de sa filmographie. Et effectivement, le film a plus d'intérêt pour ce qu'il montre que pour ce qu'il raconte, même si le discours du film reste quand même très intéressant. C'est un film qui parle réellement de toxicité, c'est-à-dire que tous les personnages sont toxiques, et c'est ce qui est réellement mis en avant dans l'œuvre, et c'est aussi là où je trouve le film très très fort, c'est que finalement, il arrive un peu à élever la culture geek, là où à l'époque, elle n'était pas aussi reconnue dans la pop culture qu'elle ne l'est aujourd'hui, et de pouvoir dire, on peut faire des films de gros geeks avec des références à des comics et des jeux vidéo et autres, et parler de choses intéressantes, et d'avoir un vrai discours. Et c'est là où je trouve que le film se démarque un peu
de par ses thématiques et ce qu'il arrive à en dire. Complètement. Moi, il y a un autre truc que j'adore dans le film aussi, c'est son casting. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais on est sur un casting 4 étoiles. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça l'était pas forcément, mais depuis, tu refais le même casting, et ils l'ont refait. Ça doit coûter un petit billet quand Bah même. oui, parce que Chris Evans, c'était pas un acteur très reconnu. Non, D'ailleurs, moi, c'est avec même ce film plutôt mal aimé. Hein. mal aimé. Moi, c'est avec ce film que j'ai découvert qu'il pouvait jouer bien. Brie Larson, Ouais, bah oui. qui est aujourd'hui très connu, mais qui à l'époque, bah déjà, moi, c'était pas un choix de casting, quoi, pour moi. Anna Kendrick aussi, qui était plus connue dans le monde de la télé à l'époque. Bon, voilà, on a aussi Aubrey Plaza, qui a eu sa carrière qui a décollé quelques années plus tard. Bon, Michael Cera, finalement, était déjà connu. Ouais, Marie- il était déjà connu, mais finalement, Scott Pilgrim reste un peu son rôle, le rôle de sa vie. Hein. Ouais, complètement. Et on a aussi, du coup, Mary-Elizabeth Winstead, qui avait déjà une belle carrière avant, mais qui a encore une plus belle carrière aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ce casting sert. Et puis, on a aussi Jason Schwartzman, quand même, en boss final. Ouais. Et il faut dire que ça fonctionne quand même plutôt vachement bien, Jason Schwartzman. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ce casting est utilisé de manière assez différente. En fait, si vous voulez, on a beaucoup de personnages qui sont très froids dans leur façon de parler, alors que le film est totalement excentrique et totalement libéré. Et c'est ça, ce contraste aussi m'avait beaucoup marqué à l'époque, et c'est plutôt amusant de voir le film qui se libère à ce point, alors que ces personnages sont justement assez froids. Et justement, le film réussit ce qu'aurait pu être hyper casse-gueule, c'est-à-dire que dans l'univers de Scott Pilgrim, se battre de manière jeu vidéo / shonen est normal. Sauf que ça fonctionne très bien dans un comic book. Mais quand on fait une adaptation live action, c'est typiquement la partie qui est casse-gueule, parce que très vite on se dit mais attends, c'est normal pour tout le monde ce qui se passe là. Mais, comme tu viens de le dire Benjamin, grâce à la réalisation d'Edgar Wright, avec le fait qu'il reprenne des éléments de BD ou de jeux vidéo, mais en fait, ça passe. On comprend qu'on est dans un univers où ça, c'est ok. Ça fait que du coup, on y croit. Et c'est pour ça que Scott Pilgrim est notre top 1 des films d'Edgar Wright. Voilà, vous avez désormais notre classement des films d'Edgar Wright. Et avant de se quitter, bien sûr, comme d'habitude, on passe aux recommandations. C'est parti donc pour les recommandations, et on commence par les recommandations web. Et on commence par Seb qui a annoncé sortir une vidéo par jour durant tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Donc à l'heure où vous nous écoutez, il y a plusieurs vidéos qui sont déjà sorties. On a eu par exemple Tupac contre Biggie, ou encore Mariah Carey et Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces petites vidéos. Ensuite, personnellement, je voulais vous parler du youtubeur TPZ qui a sorti une vidéo qui se nomme « Qui dominera le rap après Booba ?» Et donc, il revient sur plusieurs possibilités de rappeurs qui pourraient éventuellement remplacer Booba sur le trône du rap français. Le questionnement est intéressant, donc qui pourrait le faire? Est-ce que vraiment quelqu'un peut prendre sa place? Est-ce que la place restera vacante une fois que Booba aura arrêté d'y siéger? Toutes ces questions sont posées dans la vidéo et je vous laisse la regarder pour en avoir les réponses. Et de mon côté, je vais vous recommander la dernière vidéo de Manon Bril sur sa chaîne C'est une autre histoire, avec comment l'archéologie a influencé Zelda. Donc dans le dernier Zelda, il y a des géoglyphes qui sont présents, des espèces de grands dessins dessinés au sol qu'on peut mieux voir en vue aérienne, mais qui sont aussi des choses qu'on a vues dans quelques civilisations. Donc voilà, si vous êtes curieux de savoir de quoi se sont inspirés les créateurs de Zelda pour ces géoglyphes, c'est une vidéo qui est hyper instructive. Ok, donc moi je voulais aussi vous parler d'une vidéo de Domingo qui s'appelle L'échappée. Vous connaissez peut-être ces lives où en fait il met plusieurs youtubeurs et streamers sur un vélo électrique où ils ont un parcours à faire et le meilleur gagne. Cette fois-ci, ils l'ont fait IRL en Corse, avec encore une fois un super casting. C'est assez passionnant, si vous aimez le vélo, si vous aimez le casting aussi, je vous laisserai aller le voir. C'est une très bonne vidéo du coup qui a été adaptée à YouTube alors que normalement il le fait sur Twitch. Si vous appréciez ce genre de contenu, l'échappée IRL de Domingo. Côté jeux vidéo, c'est une émission culte du YouTube Game Jeux vidéo qui a fait son retour avec l'entre du MEA, de la chaîne du youtubeur MEA. Et le jeu vidéo traité dans cet épisode, il s'agit d'Indiana Jones et le destin de l'Atlantide. C'est une vidéo qui est hyper intéressante parce que, en plus de débriefer le jeu vidéo, et comme d'habitude avec MEA,
C'est un débrief qui est toujours super intéressant avec tout un tas d'anecdotes qu'on voit assez peu sur d'autres médias. Il en profite pour subtilement dire aussi ce qu'il pense du dernier opus d'Indiana Jones. Donc c'est vrai que c'est une émission qui se raréfie ces derniers temps et ça fait toujours plaisir quand Méa revient à son émission culte. Et on va pas vous quitter comme ça, il y a un dernier élément qu'on peut retrouver aussi sur YouTube finalement. Oui, ça rentre dans les recos web vu qu'on va regarder ça sur internet. Exactement. Évidemment, c'est la fameuse bande-annonce de Furiosa. Mad Max Saga. Mad Max Saga, évidemment. Voilà, les marketeurs n'ont pas pu s'empêcher. Ouais, voilà. Les gars, comment on fait si les gens ils comprennent pas que c'est Mad Max Au pire, ils peuvent le prendre comme un film indépendant, non? Oui, bah écoute, apparemment, non. Voilà, il faut des franchises. Alors que finalement, quand on regarde cette bande-annonce et qu'on en voit l'imagerie, on peut se dire, difficile de penser à autre chose que Mad Max. Hein. Oui, mais peut-être il y a des gens qui vont se dire « Ah, il a copié Mad Max !» Bon, du coup, Benjamin, t'en as pensé quoi de cette bande-annonce? Bah en fait, j'étais juste en train de m'en prendre plein les mirettes pendant toute la bande-annonce, donc en vrai, j'en pense pas grand-chose. J'étais déjà de toute façon très hypé. Mad Max est sûrement un des meilleurs films de la décennie précédente. Est-ce que Furiosa sera un des meilleurs films de cette décennie? Ça a l'air bien parti, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai été surtout impressionné par les images. Voilà, la plupart c'est des tableaux, quoi, c'est magnifique. Et donc bah on attend juste le film maintenant, ça va arriver bientôt, c'est cet été, donc ouais, en vrai je suis juste en attente, je crois que j'ai rien retenu des images que j'ai vues à part que j'ai trop kiffé. Ouais, voilà, et puis on va peut-être noter aussi Chris Hemsworth, Oui, qui ça est oui. là, qui est complètement grimé. Bon, on le reconnaît quand même, hein, mais je crois qu'il a un faux nez, et puis il a la peau un peu plus mate et tout. Enfin bref, on le reconnaît, mais pas trop, donc ça surprend. Après, bon, bah c'est un trailer, donc bien évidemment, les effets spéciaux sont pas tout à fait terminés. J'espère, et je suis pas trop inquiet, qu'ils vont s'améliorer lors de la sortie du film. Mais effectivement, avec le peu de plans qu'on a dans ce trailer, bah ça donne fortement envie. Donc écoutez, si vous voulez pas vous spoiler, bah regardez pas. Mais si vous êtes quand même curieux de savoir ce qui nous attend cet été, allez-y, parce que bah, c'est quand même rassurant de se dire qu'un film comme ça va sortir. Et du coup, Furiosa, qui était interprétée dans Mad Max Fury Road par Charlize Theron, est ici interprétée par Anya Taylor-Joy, dont on vous parlait dans Last Night in Soho. Et maintenant, Benjamin, il est peut-être temps de passer au reco qu'on a pour les spectateurs. Absolument, absolument. Et moi, cette fois-ci, ce sera un petit jeu vidéo. Donc, c'est un jeu PC que vous pouvez retrouver sur Steam. Ça s'appelle Lethal Company. Le principe du jeu, déjà, c'est un jeu multijoueur. Voilà, vous pouvez y jouer avec vos amis jusqu'à 4 joueurs. Et donc, dans ce jeu, on est des contrebandiers de l'espace. Le principe, on arrive sur une planète et le but, c'est de ramener plein d'objets dans notre vaisseau afin de les vendre pour rembourser une dette qu'on doit à notre patron. Donc ça a l'air un peu chiant dit comme ça, mais en fait, une fois qu'on sort du vaisseau, c'est un univers hostile qui est face à nous, et donc il faut prendre garde à toutes les créatures qui peuvent nous tomber dessus, et avec des amis, c'est hilarant. Je l'ai essayé, et franchement, j'ai adoré. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Il coûte à peu près 10 € sur Steam, c'est pas très cher, et c'est beaucoup d'heures de plaisir qui s'annoncent pour vous. Et de mon côté, je vais vous recommander une série qui est pour l'instant dispo sur Netflix et qui ne l'est plus pour très très longtemps car elle va disparaître du catalogue courant décembre. Elle a été Zaslav par Warner. Alors qu'est-ce que c'est qu'une série qui a été Zaslav? Ça consiste à une série qui est simplement annulée d'un catalogue d'une boîte de production. Donc David Zaslav, du coup, c'est le patron de Warner. Et oui, je ne peux pas m'empêcher de retaper sur Warner. Mais du coup, il y avait une série qui était une série d'animation de science-fiction pour adultes diffusée par Netflix. Et quand Zaslav est arrivé chez Warner et qu'il a annulé plein de trucs pour avoir des gains d'impôts, je sais pas quoi, il a tout simplement annulé Final Space. Mais il n'a pas fait que l'annuler, il a aussi retiré de son catalogue. Donc je ne sais pas quels seront les moyens légaux de regarder la série à l'avenir, mais en tout cas pour l'instant et pour quelques jours encore, elle est dispo sur Netflix. Il n'y a que 3 saisons d'une dizaine d'épisodes, ça se bouffe très très rapidement et c'est hyper quali. Alors ça parle de quoi? Ça parle de Gary Goodspeed qui est emprisonné dans un vaisseau prison, et qui va se retrouver embarqué dans toute une grande aventure spatiale du jour où il va rencontrer une petite créature toute mignonne qui s'appelle Mooncake, qui est aussi mignonne qu'elle est probablement la force la plus puissante de l'univers. Donc comme je vous ai dit, c'est une série d'animation pour adultes, donc bien sûr il y a un peu d'humour, mais on n'est pas
pour autant dans du Rick et Morty, on est avant tout dans une réelle proposition de space opéra. Et ça y va un tout un tas de références aux univers de space opéra qu'on a pu avoir par le passé, et ça reste très malin, et en plus c'est une série qui gagne en profondeur, en complexité au fur et à mesure qu'elle avance, sans jamais oublier d'être drôle et divertissante, et c'est un équilibre assez parfait dans le développement d'un lore complexe, et à la fois dans une série qu'on peut regarder simplement pour se détendre, parce que ça reste une série qui est très très drôle. Donc, si vous connaissez pas Final Space, c'est sur Netflix, et foncez dessus tant qu'il en est encore temps. Et ce qui nous amène à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à toi Maxime de m'avoir accompagné. Voilà, encore plein de sujets. On revient dans 2 semaines avec un nouvel épisode avant une petite pause de Noël. Et passez une bonne soirée, une bonne journée et surtout un bon week-end. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao!